Aujourd'hui, au podcast des Crinqués, on reçoit des cadeaux, on se fait des cadeaux, on vous fait des cadeaux, on parle de cadeaux. Marc de Paperman Gagnon, Martin le Visionneur Boisvert, Eric Red the Gamer Bourgoin et Sylvain the Animator Bureau. Nous sommes les Crinqués. C'est le podcast numéro 38, cadeau 2017, mais aussi on parle du personnage Spawn et on aura l'occasion de vous expliquer pourquoi dans 2-3 petites minutes. Salut Paperman. Hell Spawn. Oui, OK. il a l'air crinqué, hein? Le Visionneur, salut. Salut. Red the Gamer, salut. Salut The Animator, ça va bien? Oui, ça va bien. C'est comme notre... Pourquoi tu veux rajouter à ça? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. À part le fait de dire que c'est un peu notre... épisode de Noël. Ouais. Parce qu'on parle de cadeaux. On s'en est fait avant le podcast. Ouais. On va faire gagner des choses pendant le podcast. Et aujourd'hui, on a un invité qui nous fait un cadeau par sa présence, oui. À qui on fait un cadeau parce qu'on lui a donné carte blanche sur le sujet qui accompagne les cadeaux. Et c'est de Z-Man. Yeah. Vincent Zimmerman. Salut, c'est tout un crinqué. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, Vincent qui est joaillier à Québec. Dans le vieux Québec, je pense. C'est sur Non, c'est pas vraiment le vieux. Là. C'est okay. Plus entre Saint-Jean-Baptiste puis Montcalm. Là. En fait, okay. C'est un no man's land. OK. Ah ouais, complètement. C'est en deux quartiers, personne ne va là. Mais c'est tout un monde aussi parce que c'est de la création totalement ce que tu fais. Un peu pur et dur. Là. C'est que de la création, en fait. On va parler aujourd'hui de Spawn. Je veux savoir, en fait, on veut tous savoir pourquoi Spawn. Parce que c'est toi qui as choisi ça, Spawn. Oui, parce qu'en fait, dans le domaine de super-héros, il y a tout le temps, on parle tout le temps DC contre Marvel, tout ça, mais on parle pas souvent d'Image. Puis je pense que quand j'étais jeune, c'est un des héros en fait qui m'a le plus marqué. Tout d'abord, en fait, le dessin qui est complètement fabuleux. Là. Les dessins avant de ce que je connaissais, c'était quand même assez droit là, dans Marvel ou DC. Puis là, lui, il arrive avec des affaires complètement pétées, des lignes là, qui s'en finissent plus. Là. Et moi, ça m'avait touché. Puis l'histoire, moi, au début, là, j'avoue que j'ai pas tout suivi au complet. À un moment donné, j'ai trouvé que la sauce s'étirait un peu, qu'il y avait trop de publicité à travers chacun des comics. Mais Image, genre, il n'y avait pas le choix de faire ça en passant. Parce que, tu sais, ils sont pas comme tu viens de le dire, ils sont pas connus comme DC, ils sont pas connus comme Marvel, donc il faut qu'ils se backent avec quelque chose, puis la pub, il y en a rentré sur un maudit temps. On va en parler de Image Comics tantôt. OK. Non, j'ai trouvé de quoi là-dessus, là. Okay. Tu vas peut-être jeter un œil toi aussi. Ben, c'est parce que moi j'en connais déjà un brin là-dessus, je connais aussi un brin sur Dark Horse, qui est méconnu aussi, là, tu sais, des maisons comme ça qui sont moins bien connues. C'est vrai. Mais ça m'intrigue ton affaire. Oui. Mais t'as accroché tout de suite à Spawn. Ben, tout de suite le dessin puis l'histoire. Puis je pense que c'est la seule série que vraiment j'allais à toutes les semaines ou 2 semaines, je m'en souviens plus à l'époque, acheter la nouvelle numéro qui sortait. OK. Ben, on va faire un tour de table sur Spawn parce que ça donne bien, c'est un personnage qui est dans toutes nos sphères. Yes. À différents degrés de succès, mais qui est quand même dans toutes nos sphères. On commence par la BD de Spawn, Paperman. Spawn, c'est relié avec Todd McFarlane. Todd McFarlane, c'est un auteur canadien parce qu'il est né au Canada. Par contre, il a vécu la majorité de sa vie aux États-Unis. Et c'était quelqu'un qui a commencé à travailler pour Marvel. Il a également fait quelques dessins pour Batman dans DC, mais à l'origine, il travaillait pour Marvel et on lui a offert dans les années 80, en 88, la possibilité de travailler sur Amazing Spider-Man. Alors là, c'était vraiment son premier gros contrat et là, il a révolutionné complètement le personnage. Et comme Vincent le disait, McFarlane, c'est quelqu'un qui éclate les cases, c'est quelqu'un qui éclate les planches. Il fait énormément de traits différents, c'est pas linéaire. Et quand il a travaillé à Amazing Spider-Man, il l'a vraiment retravaillé pour le mettre plus côté bestial. Oui. Il a fait ressortir son côté araignée. C'est ça, des grandes toiles, des positions complètement complètement loufoques. Impossible Impossible pour l'humain, mais on s'en fout.
Amazing Spider-Man, c'est pas un humain. C'est ça. C'est Spider-Man, il est au summum de tout. C'est ça. Il y avait aussi un retour au Spider-Man original de Ditko. Oui. C'est-à-dire, il y avait plus de toiles sur le costume. Plus de toiles sur le costume, puis il utilisait beaucoup plus ses toiles, puis c'était vraiment énorme, là, je veux dire. Les yeux étaient énormes aussi. Puis les yeux, le corps, les proportions, il utilisait vraiment les cases au maximum. Il sortait des cases. Il a été tout de suite il a tout de suite révolutionné la BD en partant avec Spider-Man, et puis il est devenu une superstar très rapidement, Todd McFarlane. Et d'ailleurs, on lui a donné à partir de 90 la série Spider-Man qui, lui, là, il dessinait et il scénarisait. C'est ça, le numéro 1 fait partie probablement des BD les plus populaires. C'est vraiment extraordinaire. Et là, il y a eu ce qu'on appelle un peu là, le cassage là, au niveau de Marvel. Hein. Il y a des gens qui sont partis de Marvel pour fonder Image Comics. C'est ça. Alors, et ça, j'ai de quoi là-dessus tantôt. Il y avait entre autres McFarlane, il y avait Jim Lee, avec Mark Silvestri, Rob Snyder. Il y avait plein de monde qui ont décidé de partir et de se fonder une propre compagnie. Et Todd McFarlane, lui, rendu chez Image, forme sa compagnie de production, qui est la Todd McFarlane Production. Et là, décide de créer Spawn, sort Spawn, et c'était un phénomène extraordinaire. C'est 1,7 million de copies vendues du numéro 1. C'est la BD dans les maisons d'édition indépendantes qui c'est le plus vendu de l'histoire. Ça, j'ai de quoi là-dessus. C'est extraordinaire, c'est incroyable. On n'avait jamais vu ça pour une maison indépendante, là. Parce que je rappelle là, que c'est tous des auteurs qui sont partis. Il n'y a pas personne là-dedans qui était businessman. C'était tout croche, Image Comics au début. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'argent. C'était des créateurs qui ont décidé de s'éclater. Tantôt, je faisais la comparaison quand je parlais avec Vincent. Ça ressemble beaucoup à ce qui est arrivé avec Metal Hurlant, puis le clivage entre Metal Hurlant puis le franco-belge. C'était des créateurs qui se sentaient un peu enfermés dans un canevas qui était Marvel, puis qui ont décidé de s'éclater. Nous, on s'en va là-bas puis on s'éclate. McFarlane, lui, il s'est éclaté avec Spawn. Il a créé un personnage, premièrement, qui était un anti-héros. La Spawn, c'est un démon. Oui. On se le cachera pas, là. À la base, Al Simon, là, qui est le personnage principal, c'est un agent spécial de la CIA. C'est un protecteur du président des États-Unis d'Amérique. C'est quelqu'un qui est extrêmement doué. C'est quelqu'un qui a vraiment un grand physique, qui est fort physiquement, il est intelligent. Sauf que il est très droit, il est très patriotique. Et puis, au fur et à mesure, il va commencer à comprendre qu'il y a des gens qui tournent autour du président qui sont pas super gentils. Dont un en particulier, là, je me souviens pas de son nom, c'est Jason Wynn. OK. Alors, à un moment donné, Jason Wynn va l'amener dans une mission, puis il va décider de l'assassiner parce qu'il est trop... malheureusement, il essaie de contrecarrer ses plans, puis il va l'immoler. Okay. Alors, il sac le feu. Pas lui personnellement, là, mais c'est lui qui a payé les gens pour tuer Al Simon, qui va le brûler vivant. Et malheureusement pour lui, au lieu de mourir... M. Simon s'est retrouvé au 8e niveau de l'enfer devant un... Comment on peut dire ça? Bela Bodjas, qui est qui était comme moi, Satan. Là, c'est vraiment comme le maître du 8e niveau, qui est le plus grand niveau. Puis il va faire un pacte avec lui pour... il va se dire, regarde, moi je veux revoir ma vie, je veux revoir ma femme. Sa femme? Alors je veux faire un pacte avec toi. Alors oui, je vais devenir un des guerriers. Oui, je vais prendre le contrôle de tes armées quand il va arriver l'Armageddon. Oui, je vais aller me battre contre les créatures célestes, puis je vais gagner. Mais quand on fait un pacte avec Satan, ça fonctionne pas toujours. Ça fonctionne jamais. Ou jamais comme tu veux. Jamais comme tu veux. Alors, bien entendu, premièrement, il s'est fait torturer là, énormément de temps. Je m'en souviens plus dans la BD. Là, je pense que c'est 5 ou 6 ans ou 7 ans où il a cassé sa volonté, puis il l'a vraiment torturé dans les enfers pour vraiment le rendre méchant, pour le rendre agressif. Parce que quand il revient, il se rappelle plus de rien. Non, c'est ça. Et là, il revient en Spawn, en Hellspawn, où il est complètement brûlé, avec sa cape, sa fameuse cape Agonie, là, qui prend la position qu'il veut. Dans le fond, Agonie, c'est comme un symbiote. On peut copier ça un peu sur le symbiote de Venom. Là. C'est comme un symbiote, mais qui est capable également de... Son symbiote est capable de vivre avec les émotions de Spawn. Elle va jouer avec ses émotions. Un peu la cape de Doctor Strange aussi. Ouais. C'est là où je m'en allais à dire pour les gens qui vont moins comprendre un peu la cape de Doctor Strange qui a l'air à agir tout seul. C'est un peu le même principe. C'est un peu dans le même genre. Elle le protège. Elle lui permet de voler. Elle lui permet de se téléporter.
Et il y a ces fameuses chaînes aussi. Qui ont leur propre autonomie. Ces chaînes qui se promènent un peu partout, qui sont vraiment à sa volonté, typiques à lui. Et en tant que tel, Spawn, il revient sur la Terre, puis le but, c'est de tuer le plus de monde possible pour grandir les armées du cher démon, du cher Satan qui a fait le pacte. C'était ça en tant que tel le pacte, mais malheureusement, Spawn, il fera pas nécessairement ça. Et de là, l'arrivée de Violator. Violator qui est un démon pur, qui lui va être amené sur Terre pour tester Spawn. Il va lui dire, va le tester, va l'écœurer, va tuer du monde. Tu essaie de le motiver dans sa mission. Mais là, Violator, lui, c'est un démon. En étant un démon, il fait jamais ce qu'on lui demande. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment décider d'essayer d'impressionner le démon en chef en tuant un paquet de monde pour absolument rien. De toute façon, c'est un démon, il n'a pas besoin de tuer n'importe qui. Mais il va se faire punir pour ça parce que ça fonctionnera pas. Puis c'est là qu'il va prendre l'apparence de clown. Alors, un moment donné, le grand chef va lui dire, regarde, ça n'a pas fonctionné, là. Prends l'apparence de clown. Là, je résume, parce que c'est vraiment très résumé, condensé. Là. Et l'histoire va se continuer comme ça là, tout au long. Il va y avoir des confrontations entre Violator et avec Spawn. Et c'est des anges. Avec des anges. Bref, il retrouvera pas ce qu'il voulait en tant que tel en faisant le pacte. Là. Je dis ça fonctionnera pas. Okay. Alors, c'était la première fois qu'on avait un héros qui n'en était pas un. Ben, c'est pas la première fois en tant que tel, parce qu'il y a eu d'autres anti-héros, là, mais un démon, là, c'est quelqu'un vraiment qui c'est un démon. Il est brûlé, il est pas beau, il vit dans les bas-fonds. Sa femme s'est remariée. Sa femme s'est remariée avec son meilleur ami. Il pouvait pas avoir d'enfant avec elle. C'est une des choses qui. Puis là, sa femme, il y a une fille avec son ancien meilleur chum. Son ancien meilleur chum. Fait que tout pour mettre le trouble là. C'est un personnage qui est torturé, c'est pas un personnage qui est le fun. Je veux dire, si tu lis Spawn, c'est pas plaisant à lire, parce qu'il y a c'est lourd. Il y a rien de positif dans cette histoire-là. Puis c'était ça que le monde aimait, c'est que ça faisait comme différent des super-héros toujours beaux, toujours gentils, toujours le torse bombé, qui sauvait la veuve et l'orphelin. La veuve et l'orphelin, Spawn, là, il s'en foutait, là. Ben, il s'en fout pas de la veuve. Non, pas de la veuve, là, mais des autres veuves, mettons. Sa veuve, c'est correct, oui. Et ce qu'on a reproché à Spawn, à l'histoire de Tom McFarlane, c'est son scénario. Ce qu'on disait tout le temps que c'était un scénario qui était un peu plus mince. Mais à l'époque, c'était comme ça, je veux dire, c'est symptomatique de cette époque-là, là, je veux dire. Tu sais, l'histoire de Marvel, l'histoire de DC, l'histoire de Image, l'histoire de Dark Horse, c'était tout ce même genre de scénario-là. C'était pas des scénarios qui révolutionnaient le genre. C'était de l'époque. C'était de l'époque, parce que c'était des petites BD, ça sortait très rapidement, fait qu'il n'y avait pas le temps non plus de faire ce qu'on peut faire, mettons, en 18 ou 19 albums, comme un album franco-belge, exemple. C'était rapide. Puis McFarlane, il y a eu des problèmes, d'ailleurs, là, dans sa carrière à sortir le Spawn rapidement. Puis à un moment donné, il a comme distancé ses parutions. Mais question là-dessus, tu dois savoir, mais il devait se faire aider, par contre. Au début, il était seul, mais il s'est fait aider, là, parce que je sais que, comme je te disais, Neil Gaiman a travaillé avec lui, Capullo a travaillé avec lui, il y a eu plusieurs qui ont travaillé avec lui, là. D'ailleurs, un fait à noter, tout à l'heure, j'ai parlé de Marvel, c'est le premier qui a dessiné Venom. Il l'a pas créé, mais c'est le premier qui a dessiné le personnage de Venom. C'est pour ça qu'il y a une ressemblance un petit peu. Ben, effectivement, quand on voit le visage, la face, les dents, là, tout ça, on le sent qu'il y a vraiment une ressemblance, mais c'est son style. Puis le dessin de McFarlane dans Spawn, c'est extraordinaire. Oui. Je veux dire, il y a rarement eu un dessinateur qui a atteint ce niveau-là dans la bande dessinée américaine. Là, c'est sublime. Là. Je veux dire, tout était dans les détails. Hein. Mais encore là, c'est pas dans la possibilité. Là. Je veux dire, il Spawn, il fait des affaires qu'un humain peut pas faire. Là. Mais c'est pas humain. Je veux dire, c'est en partant, là, on joue pas dans les mêmes normes. Là. Mais c'était tout ce qui était bon dans Spawn. Ses mouvements, sa coloration, il bougeait. On avait vraiment l'impression que le dessin bougeait devant nous autres, tellement que c'était bien fait. Est-ce que c'est les premières BD glacées? Je peux pas te dire. J'en ai aucune idée. Parce que j'ai l'impression que c'était avant Image, c'était encore en papier journal. Peut-être. Mais je peux pas te dire ça, honnêtement. Mais Image a été longtemps en noir et blanc. Ouais. OK. Mais je peux pas vraiment te dire ça, Sylvain. C'est une très très bonne question. Mais je me souviens.
Je peux vraiment pas te dire. Et Todd McFarlane, ben, après lui, c'est vraiment beaucoup diversifié parce que oui, il a travaillé sur Spawn, mais il a fait aussi beaucoup dans les jouets, dans les figurines, ainsi de suite. Alors, tu sais, c'est quelqu'un qui avait une vision à long terme de ce que son art pouvait lui amener. Alors, c'est pas quelqu'un qui est resté au dessin, mais aujourd'hui, c'est encore quelqu'un qui est très actif, puis qui est extrêmement riche parce qu'il a diversifié ses actifs. Alors, c'est vraiment un être excessivement doué. C'est un être d'exception. Tu sais, quand je dis qu'il y a des avatars dans les dessinateurs, tu sais, je dis tout le temps que Moebius, c'est un avatar, c'est quelqu'un qui est comme à part. Ben, McFarlane, on peut le considérer comme étant un créateur à part. Mais ce que je constate de la BD, c'est on utilise beaucoup une page complète juste pour un dessin. Ouais, ben ce que je disais tantôt, c'est qu'il jouait beaucoup avec les cases. Il sortait des cases, là. Là comme... On n'a pas les planches habituelles, là, en BD. Et Spawn est immortel. À moins qu'on lui coupe la tête. Mais c'est pas facile. Non, sûrement pas. Est-ce qu'il y a une cape qui le protège aussi? Est-ce qu'il y a des romans de Spawn où c'est juste la BD? Moi, j'en ai jamais. J'ai pas connaissance. Peut-être. Il y a plusieurs séries connexes, par contre. Il y a plusieurs séries. Il y a Dark Age Spawn, Sammy Witch. Les deux. Il y avait pas les deux policiers qui. Ouais, ça c'était vrai. C'était les deux policiers qui suivaient les enquêtes. Il y avait aussi les. médiéval. Avec les deux anges là-dedans, je pense, ou les deux démons, là, comment ils s'appelaient? Angela, puis. Elle a eu une petite série, Angela, je l'ai chez nous. Mais c'était pas moyen. Puis c'était pas non plus le même dessin non plus. Ça s'essouffle. Comme toutes les séries, à un moment donné, ça s'est essoufflé. Puis ça a arrêté. Mais Spawn reste toujours quand même dans l'imaginaire de la culture populaire, de la culture geek, comme étant un événement majeur. Image est vraiment un événement majeur dans la culture geek. C'est vrai. C'était pas parfait ce qu'ils ont fait, mais ils l'ont fait. Fallait le faire. Fallait prendre le courage de dire. Le but, c'était, je pense pas que c'était d'être parfait. Non, le but, c'était d'être différent. Ça. Mais il faut vraiment casser le moule. Il faut vraiment être quand même audacieux pour partir d'une série comme Spider-Man. Puis de dire, je laisse tout tomber ça, la sécurité, le gros éditeur Marvel, pour partir à mon compte avec d'autres gangs, d'autres gens qui sont comme moi, puis de partir à zéro, puis de fonder ça. Ben, quand on aime, ils ont réussi. Mais c'est sûr qu'ils étaient plus adultes, c'était plus irrévérencieux un peu. Ils ont travaillé vraiment dans ce côté-là. Ben oui, la création était. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, là. Ce qu'ils n'avaient peut-être pas chez Marvel. Non, c'est clair que chez Marvel, t'as pas carte blanche. Mais là, présentement, c'est clair aussi que chez Image, tu dois pas avoir carte blanche non plus, là. Je veux dire, au début, là, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Jim Lee a fait ce qu'il voulait. C'est tentant dans ce temps-là. C'est chez Image, là. Est-ce que c'est pas mal ça dans le petit historique de Spawn? Je pense que j'ai pas fait mal le tour, là. Pour ce qui est de la BD, probablement. On peut pas tout compter toutes les histoires, là, mais il y a eu des bagarres assez incroyables. Combien qu'il y a de BD de Spawn? Oh mon Dieu. Moi, je me suis arrêté de les acheter au niveau 70, à peu près 80, mais il me semble que c'est 100 et quelques. Mais il y a peut-être eu aussi des... J'ai fait quelques recherches, puis... Ah ouais? Je vais vous sortir de quoi tantôt, puis oui, on passe le sang. Puis ils sont tous édités encore en français chez Delcourt. OK. Alors, il y a des intégrales aussi? Ouais, ben c'est ça. Attendez mes suggestions de cadeaux tantôt. OK. Ben, pour la partie petit écran, Vincent va m'aider pas mal parce que j'ai vu que Vincent est arrivé ici avec le DVD de la série animée de Spawn. Moi, je savais qu'il y avait une série animée de Spawn. J'ai commencé, parce qu'on peut quand même voir plusieurs épisodes, sinon tous via YouTube, là. J'ai commencé à regarder ça, puis j'ai accroché sur le dessin que je trouvais tellement années 80. OK, il y a une ambiance aussi. Non, mais moi, je te parle de l'animation, là. Oui, c'est sûr qu'il y a des bras qui s'arrachent puis du sang qui revole, là, mais pour ce qui est du dessin, ça fait G.I. Joe, ça fait les premiers X-Men. Puis pourtant, c'est 97, 98, 99, là, cette série-là. Donc, ça m'a un peu accroché, là. Et c'est toi qui vas pouvoir me dire si ça suit pas mal l'histoire originale de Spawn, là. Écoute, ça fait bien trop longtemps que j'ai vu ça. OK, mais quand tu l'as vu, que moi, j'avais aimé ça. Mais il me semble que c'était beaucoup plus noir que le film qui... OK, mais ça, Martin va nous en parler tantôt. C'est pour ça que je disais ça tantôt. Moi, je me souviens d'avoir vu ça. C'était plus proche de la BD. Quand moi, je l'avais vu, ça commençait Télétoon de la nuit qui appelait, là. OK. Télétoon de la nuit commençait. Puis c'était une série qui passait, ça, Spawn.
Puis c'était... Il y avait une autre série aussi de Image qui était sortie, pas Dragon Sauvage, mais un autre, là... Oui, Dragon Sauvage. Oui, mais il y en avait un autre qui était sorti aussi. Il y avait non, pas Witchblade, mais qui était sorti... Gen 13? Gen 13, peut-être? Non, puis il y en avait un qui ressemblait à Gambit là-dedans avec un genre de foulard, en tout cas. Ben, c'est ça, c'est Wildcat? Wildcat. OK. C'est ça. Il y Avec avait The Grifter. C'est ça. Il y avait ça qui avait sorti aussi, puis ça jouait, je pense, avant ou après Spawn. Puis il y avait une ambiance dans Spawn où ce que c'est que... Tu sais, t'écoutais ça, il faisait noir, t'écoutais ça, tu sais, c'était le soir, t'écoutais ça, tu faisais... Bon, ben ok, ma dose de violence est passée. C'est pas des comics pour enfants, là. Non, vraiment pas. Non, non, c'est vraiment pas ça, là. C'est ça, parce que dans le premier épisode, on voit justement que il sait pas d'où il arrive, il sait pas pourquoi il est comme ça, mais il commence déjà à se rappeler de sa femme. Puis il se rend compte tout de suite que, oups, il y a un chum, il y a un enfant. Très violent puis psychologique aussi. C'est ça, c'est ça. Moi, oui, absolument. Lui, je pense qu'il essaie de sauver quelqu'un sur qui on a mis de l'essence puis qu'on veut allumer. Puis il vient pour le sauver, mais ce gars-là qui se fait sauver veut quand même tirer sur Spawn. Puis il dit c'est beau d'abord, puis il le laisse flamber pareil là. C'est pas Spider-Man. Ouais, c'est ça. Non, mais de mémoire, il n'y a pas grand-chose dans un animé à la télévision qui est aussi noir que ça. Là. C'est ça. Non. Non, ben peut-être maintenant sur Netflix, Castlevania. Mais à cette époque-là... Ouais, mais à cette époque-là, non, fin des années 90, c'était jamais vu, là. Non. C'est sûr. On a beaucoup parlé d'Image Comics tantôt. Cette année, d'ailleurs, Spawn, le numéro 1, c'est le 4 juin. Il y a de cela 25 ans cette année. Là. C'est 4 juin 92. Donc, c'est quand même le fun qu'on parle de Spawn et d'Image Comics aujourd'hui parce que c'est les 25 ans. Et le mois dernier, on a sorti un documentaire sur Image Comics qui s'appelle So Much Damage, qu'on peut visionner sur YouTube. On voit justement l'étendue des dégâts donnés par la scission et la création d'Image Comics parce que c'était des rockstars. OK? Moi, je suis un petit peu plus vieux que vous autres. Donc, moi, 92, là, je l'ai vécu, 92. Ça, je pense que dans le monde de la BD, ou du moins du comic book, OK? Dans le monde du comic book, il y a l'avant puis l'après 92. Parce que 92, c'est la mort et la résurrection de Superman. Oui. C'est l'arrivée de toutes les pages couverture holographiques foil les différents covers en 3 versions du même numéro, les 4 versions qui font une grande feuille exactement et on explique dans ça, ce que j'avais pas remarqué, c'est que c'est aussi la bulle spéculative des comics 92. Ça a commencé avec la mort, là, de Superman, parce que à l'époque, c'était souvent des boutiques de cartes qui avaient aussi des BD. Donc là, les collectionneurs de cartes savaient plus quoi collectionner d'autres et se sont rendus compte que, il y a peut-être quelque chose à faire à collectionner des comics. Et on voit tout ça dans le documentaire sur Image Comics et aussi comment ça faisait les bulletins de nouvelles. Et Image Comics, en l'espace de quelques mois, a rendu DC 3e au classement. C'était Marvel, Image, DC. C'était... Oui, il était conscient, c'est à peu près le bout où je suis rendu dans le documentaire, qu'au niveau des affaires, il l'avait pas vraiment. Mais ça faisait la file pour les signatures d'autographes. Rob Liefeld, dans les talk shows, parler de Wildcats, je pense. Jim Lee. Le fait que Jim Lee décide d'aller chez Image, ça a été la goutte. Parce que Jim Lee, c'était la superstar chez Marvel. C'est ça, mais c'était aussi le bon garçon, tandis que McFarlane et Liefeld, c'était des bombes, eux autres, c'était pas grave qu'ils s'en aillent. Là. Mais tu parlais tantôt que c'était un gros risque. Eux autres, dans le documentaire, disent que non. Ah non? Parce qu'ils savaient qu'il aurait été repris si ça n'avait pas marché. Ouais, ils pensaient qu'elle allait être prise. En tout cas, c'est ce qu'ils disent là-dedans. Mais ça, c'est... Pour Spawn et Image Comics, moi je pense que c'est les 2 suggestions que je peux faire, c'est-à-dire la série animée, qui est quand même, on dit 3 saisons, mais c'est 3 saisons de 6 épisodes de 23 minutes. Donc,
ça peut bien rentrer sur un DVD sans problème, là. Mais quand même, ça donne un bon étendu des dégâts que Spawn peut faire, et le documentaire donne un bon aperçu des dégâts qu'Image Comics, l'arrivée de Image Comics a fait, parce que c'était 92, ça a été vraiment une grosse année pour le comic book. Mais c'était nécessaire. Mais ça a l'air vraiment intéressant, ça. Non, c'est très bon, et même, il explique qu'ils ont appelé Jack Kirby. OK? Parce que eux autres, ils voyaient grand, là. Ils disaient au début des BD de Marvel, c'est toujours marqué Stanley Presents. Ça serait le fun qu'au début des BD d'Image, ce soit Jack Kirby Presents. Bon, évidemment, ça n'a pas marché comme ça, là. Mais ils ont parlé avec la femme de Jack Kirby. Sa femme est allée lui jaser dans le garage pour dire, regarde, c'est des créateurs qui ont décidé de prendre eux autres mêmes les rênes, c'est eux autres qui vont faire l'argent avec ça. Es-tu d'accord avec leur démarche? Ils ont dit, vous avez sa bénédiction. Fait qu'ils ont dit, c'est comme si on venait de se partir une religion pour on avait la bénédiction du pape. Eux autres, ils étaient bien contents, c'était bien en masse pour eux autres. On continue avec Spawn dans les films. Le film, parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup, il y en a juste un, et à ma grande surprise, aucun film animé de Spawn. Non, il y a juste la série. Il y a juste la série, aucun film. Alors, si les gens ont une idée de ça, pourquoi pas, hein? Le film, c'est considéré comme un film fantastique de 1986. Je sais pas si c'est une bonne idée de l'avoir. Non, c'est un drame. Ouais, mettons, c'est tous un drame, mais c'était considéré à l'époque comme un film fantastique. Ça aurait dû en être un. C'est assez dramatique, effectivement. C'est ça. C'est réalisé par Mike Tippé. Je sais même pas c'est qui, ce gars-là, je le connais pas. Il est pas devenu populaire après non, ça. Vraiment pas, parce que j'ai regardé sa recherche, il n'y avait pas grand-chose. Film qui est sorti en 1997, donc 5 ans après la première BD, qui est quand même assez court. C'est généralement, les BD, ça dure beaucoup plus longtemps avant qu'ils fassent un film. Et évidemment, ce film-là n'a pas plu à beaucoup de gens. Une des raisons qu'on a mentionné, c'est qu'on a voulu en faire plus un super-héros qu'un anti-héros. Ben, ils l'ont fait, le canevas qu'ils ont pris, ils ont fait vraiment un canevas d'un film de super-héros. C'est ça. Et ça l'a dérangé un petit peu les gens à ce niveau-là de faire ce genre-là. Cependant, le personnage ressemble quand même assez bien à la BD. Le clown Violator, c'est quand même bien réussi, mais il y a un gros problème au niveau de l'histoire. C'est pas noir, c'est pas dark. Il y a peut-être au début du film, mais on sent pas le côté anti-héros, la rage de ce gars là dans ce film-là. Il est pas torturé. Il est pas torturé, effectivement. Il y a ce côté-là. En fait, ils ont raté leur coup avec le côté psychologique du personnage. Parce que physiquement, on s'entend, c'est quand même assez bien réussi, là, physiquement. Il y a des effets spéciaux qui sont assez... la cape, là, honnêtement, ils ont bien réussi ça. L'enfer était vraiment raté, là. Je pense que c'est la partie qui me rappelle plus du film, là, lorsqu'il se passe dans le tunnel pour aller dans l'enfer. Écoute, je trouvais ça tellement cheap, là. Mais j'aurais été la personne qui était, mettons, en charge, là, de non, on le met-tu, on le met pas. Non, aller refaire ce bout-là, là, c'est inacceptable. Non, c'est moi, je suis d'accord avec toi. Me remettre 10 000 $, là, vous voulez combien, là? Ouais. Retournez travailler. Tu parles de sa cape, là. Moi, une des passes que je vais me souvenir tout le temps, c'est, il y a le bout où il est en haut de la tour, tu vois la cape flotter, tout ça. C'est mon gars, l'effet visuel est super beau. Le rouge, il est pour beaucoup là-dedans. Oui. Mais l'autre passe aussi que j'ai vraiment trippé, c'est quand t'as le Violator, ou il me semble que c'est lui, qui fonce dessus avec un troc à lait ou une affaire comme ça. Puis sa cape, elle se plante en avant, puis ça lui fait comme un genre de vent de charrue. Ce bout-là, j'ai fait... Oh yeah, t'as peu là. Mais ça suffit pas pour faire un bon film. Non, ça je te l'accorde. Mais il y a quand même ce côté visuel, il y a certains bons éléments. Mais c'est inégal, en fait. C'est ça. On dirait qu'il y a deux équipes qui ont fabriqué les effets spéciaux. C'est ça. Les gens disent que le film n'est pas à la hauteur de la BD. C'est vraiment sous. Marqué d'accord. C'est raté, c'est carrément raté.
Quand Marc dit rien, ça veut dire qu'il est d'accord. Ah ouais. J'en profite à ce moment-là. Un des bons trucs, c'est vraiment la bande sonore du film qui est quand même, selon moi, meilleure que le film. Elle est extraordinaire, cette bande d'annonce-là. Un mélange de rap et de métal qu'on n'avait pas vécu ça souvent à cette époque-là. Le mélange. Aussi. Ouais, parce qu'on a du Crystal Method, on a du Prodigy, mais on a Metallica, on a Henry Rolling, on a plusieurs chanteurs connus de Crystal Method, Marilyn Manson. Tu sais, c'était quand même Orbital, c'était quand même bien réussi là. Moi, regarde, s'ils avaient tout pris cet argent-là qu'ils ont mis dans la bande sonore, ça aurait été un meilleur film. Des effets spéciaux dignes de ce nom, ça aurait été super bon. Puis t'aurais pu engager un compositeur qui aurait composé des musiques qui aurait coûté pas mal moins cher que ça. C'est ça. Puis tellement. Juste mon avis. Non, je suis d'accord avec toi, Marc. Puis je te dirais que même je me souviens même plus la fin du film de comment ça finit là. Tellement que c'est le générique. J'ai décroché. Mais j'ai comme décroché un peu de l'histoire là. C'est le générique, mais il y a des barres noires sur les gens qui ont fait les effets spéciaux. Ah, ok. C'est caviardé. Mais je sais à un moment donné qu'il y a un clin d'œil avec Angela, mais que. Ça a comme passé dans le beurre. Ça passe dans le beurre. C'est ça. Oui, mais je pense qu'ils ont mis des choses. Peut-être que je pense qu'ils espéraient que si ça marchait, ils allaient peut-être faire une deuxième, une suite, tout ça. Mais ça a tellement été un flop que. Non, parce que ce film-là, il était coté au niveau de Rotten Tomato. Je pense qu'il était à 13%. Là, c'était vraiment très mauvais. Hein? Je trouve ça bien, moi. C'est 13% de plus que tu pensais. Ouais, c'est ça. Mais on parle de faire un reboot. OK, probablement on commencerait le tournage en février 2018. La bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que parce que là dans le film Spawn de 1997, Todd McFarlane, il est absolument pas impliqué là-dedans et ça paraît aussi parce qu'il y aurait sûrement eu son mot à dire. Il aurait sûrement brûlé le film. Ben, sûrement. Ou il aurait dit, wow, arrêtez les gars, là. Bon, donc, il aurait fait comme Vincent vient de dire tantôt. Ce bout-là, c'est inacceptable. C'est ça. Tourner à vos C'est ça. La bonne, la mauvaise nouvelle, la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est la bonne, oui, Doc McFarlane est là-dedans. On va peut-être avoir quelque chose de plus de son style. La mauvaise nouvelle, c'est lui qui réaliserait le film. Il a jamais rien réalisé. Donc, est-ce qu'il serait en mesure honnêtement, là, ça peut pas être pire que ce qui s'est passé. C'est parce que t'as jamais réalisé. C'est comme si je te demanderais de faire un moi je me serais jamais ça dépend des tu sais bon, tu sais, fait que il y a ça. Il y a le budget aussi, je pense. Le budget il est pas très élevé, il parle de 10 à 12 millions pour un film. Comment tu veux faire un film juste le personnage, d'après moi la cape, ça vaut déjà une dizaine de millions de reproduire la cape. Ça va peut-être être en pâte à modeler. Déjà là, c'est pas encourageant. Est-ce que ça peut être un animé en stop motion? Non, je pense que c'est un live action. Il a carrément dit c'est un live action qu'il faisait. OK, donc déjà budget de 10 à 12 millions. C'est pas sérieux ça, 10-12 millions. Moi je pense que 10-12 millions c'est pour faire de la promo là. En tout cas, c'est pas ça qui a été dit. Faire un film de Spawn avec 12 millions. C'est ce qu'il a mentionné, mais il serait classé. T'as 1 kilomètre de SFAP, ça coûte 12 millions. C'est impossible. C'est il serait côté rated R, donc il serait violent comme probablement la BD, donc il se rapprocherait. Ça va coûter 12 millions. Mais ça fait longtemps aussi qu'il parle de faire, je pense, un reboot, de refaire un film. Là. Ben là, ça a l'air que février 2018, ça serait la date du tournage qui aurait lieu aux États-Unis. En tout cas, ça serait le temps qu'il se trouve des acteurs. Ben, il y a une rumeur comme quoi, puis encore là, c'est une mauvaise nouvelle, Leonardo DiCaprio. Ah ben non, mais moi je l'aime bien. Tu le verrais pour faire Simon? Mais non. Pas moi. Pas pour faire Spawn. Oui. Hein? Oui, c'est la rumeur. Ce sont des rumeurs. Oui. Ça a l'air que Ben Affleck va être disponible bientôt. Là. Donc, c'est ça. Alors, c'est ça. Ça serait Leonardo DiCaprio. Donc, déjà, en partant, tu pars avec 2 prises, là. Hein? Un budget de 10 à 12 millions, puis Leonardo DiCaprio. Dans la BD, je ne sais pas s'il y a une certaine race, mais il n'y a pas de ressemblance non plus. Non, c'est un noir. Ben, c'est ça, là. Là, encore, probablement encore la fameuse histoire raciale, noir-blanc. Mais rendu là, on s'en contrefout. Je veux dire, il y a un masque, là, mais. Mais avant, il est noir pareil avant de se faire brûler. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a assez de bons acteurs noirs sur la planète pour le jouer. Oui, c'est ça, là. Regarde, là. T'sais. Mais bon, comme je dis tout le temps, attendons de voir une première image. Celui qui fait Hulk.
Celui qui fait Hawk dans pas Hawk, mais Falcon. Ah oui. 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 Dans Avenger. Ouais. Ou lui qui joue Luke Cage. Oui. Ou le gars dans la Tour sombre. Oui, Idris Elba, on vient de le trouver. Voilà. Et voilà. Parfait. Ouais, mais là, il reste rien qu'un million pour les effets spéciaux. Todd McFarlane, il Pas dit... cher la pâtisserie. On va écrire avec McFarlane. Ben, en fait, il a dit je dépense mon propre argent, alors qui se soucie si le film marche pas? C'est une production à 10 millions de dollars et un studio mettrait juste un réalisateur Pong de 22 ans aux commandes. Je veux juste être le vieux Pong à la réalisation. Ah, tant mieux. C'est son argent, c'est à lui que ça appartient. Pourquoi pas? Il peut faire ce qu'il veut. Oui. Mais le fait qu'il apporte de l'argent, je sais pas trop comment ça marche, mais est-ce que, mettons, quelqu'un qui apporte, mettons, 20 millions, puis, c'est pas à ce moment-là où est-ce que des banques peuvent dire, OK, tu apportes 20 millions, ben nous, on est prêt à t'accoter un autre 20 millions parce que toi, tu apportes 20 millions. Parce que toi, et donc, finalement, ça partit à lui, mais qu'au final, en fait, ça va être peut-être 40 ou 50. Puis il dira pas non, là. Non. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un arrive avec un 20 millions de plus. Ben, là, c'est comme quand tu achètes une maison, tu payes la moitié de la maison, la banque, elle t'accote aussi, elle t'aide. mais moi, je pense que Doc McFarlane, s'il y a de l'argent de plus, il va exiger avoir le plein contrôle de son personnage. Et il faut qu'il ait le contrôle de son personnage. Ah oui. Parce que là, s'il y a quelqu'un qui met des bâtons dans les roues, mais bon, attendons de voir si ça va vraiment se faire. On va attendre d'avoir les premières images, puis on se fera une idée après. Sinon, ben, j'ai plus rien d'autre à rajouter, c'est tout ce qu'il y a. Mais il me semble un film animé, ça serait intéressant, ça aussi. Les possibilités seraient le fun. Oui. Plus qu'un live action. Un animé un peu comme Attack on Titan ou Batman Ninja. Il a l'air bien, celle-là. Ça a l'air hot, Non, l'animation a l'air très, très bien faite. Red the Gamer, dans les jeux, j'ai hâte de voir ce que tu vas sortir parce que moi, j'ai déjà joué à un jeu de Spawn. Moi, j'ai déjà joué à un jeu de Spawn puis j'avais pas embarqué. C'était sur quoi? Je pense que c'était sur PS3. Ah, moi, c'était PS1. PS1, ben tu vois. Puis j'ai déjà joué à un jeu de combat. Je suis pas capable de mettre le doigt dessus. Où il y a plusieurs super-héros, il y a plusieurs personnages que tu peux prendre d'un bord puis de l'autre. Mais Spawn, c'était un des personnages qui était ajouté dans le jeu. Okay. Puis je suis pas certain si c'est pas un Soul Calibur ou une affaire dans ce style-là. Okay. Ou ce que tu faisais pas un cheat, là, mais il y avait un code à faire, puis tu te ramassais avec quelques personnages. Puis Spawn, je pense que c'était le Medieval Spawn avec la hache que tu pouvais jouer. Ouais, mais c'est ça. Mais je dois avouer que les jeux avec Spawn, tu sais, les vrais gros jeux, là, si j'ai déjà joué, je m'en souviens pas. OK. Puis vraiment, tu sais, faire un topo là-dessus, ben ça serait, vous comptez une poignée de menterie. Je serais pas capable de faire un topo bien comme il faut là-dessus. J'ai été voir quelques vidéos, puis il y a rien qui faisait oh wow, j'aurais joué à ça. Je sais pas pourquoi. Ce que j'ai joué, c'était un peu... Ouais, c'est ça. Mais... Faut dire que c'était le PlayStation 1. Oui. Donc, t'arrives avec un jeu, c'était vraiment un jeu Spawn, là. Spawn n'était pas un personnage invité, là. Ouais. C'était vraiment lui. Et c'était un des premiers jeux avec un environnement vraiment 3D, mais PS1, donc très très polygone. Là. Ouais. OK, là, c'est une des affaires que j'avais vues. Les traits dans le visage là, des personnages, là, c'était assez basique, là. Mais c'est un genre de RPG un peu, me semble. Oui, et tu te promenais dans différents environnements, mais quand tu découvrais qu'à force de leur donner des coups de pied dans les genoux, ils mouraient tous, là. C'était moins compliqué un peu de jouer à ce jeu-là. Mais je me rappelle d'avoir joué à ça. Là, je l'avais. J'ai aucune idée où je l'ai perdu, ce jeu-là. Là. Mais il y avait un jeu de Spawn pour PS1. OK. C'était un peu comme le film, je pense. J'ai ta réponse pour le papier journal. René qui nous écoute nous envoie un message pour dire qu'il y a des vieux numéros de Spawn puis c'est en papier journal. Ah, OK. Ça veut dire qu'on pouvait le colorier? Oui. Ou il est en couleur? Non, il est en couleur. OK. Non, mais ben, je dis... Ça, c'est des archis que tu pouvais colorier. Bon, on rit, là, mais effectivement, il y a des Spawns qui étaient en noir et blanc. Comme les autres c'est comme les Vampire, c'est comme Witchblade, c'est comme Vampirella, et ainsi de suite. Il y en a eu beaucoup qui ont été faits en blanc et en probablement qui est devenu glacé par la suite. Là, au début, il devait être encore... C'est ça, c'est devenu la gimmick, puis c'est resté comme ça. Là. Où est-ce que Spawn va péter des scores, par exemple, dans le... On va dire, dans
des trucs geeks là, autant dans les jeux que dans les figurines que dans les BD et ainsi de suite là. Surprenant que tu n'es pas sorti tantôt dans les BD le Spawn numéro 1. Ah oui, mais je voulais te le laisser. L'as-tu le Spawn numéro 1 en noir et blanc? Non, pas en noir et blanc. Le Spawn numéro 1 en noir et blanc en mint condition. OK, ça veut dire ils sont jamais en mint condition. Mais en tout cas les miens. En mint condition, ça veut dire qu'il il est comme neuf. Il est comme neuf. Il est enveloppé dans un. Il n'y a pas besoin d'être enveloppé. Il n'y a pas besoin d'être enveloppé. En mint condition, ça veut pas dire qu'il est enveloppé, ça veut dire qu'il n'y a aucun accro, il n'y a aucune décoloration et ainsi de suite. 12 840 piastres. Il est-tu en mint condition? Non, vraiment pas. Tu l'as lu? Non, oui, je l'ai lu, puis il y en a certains où est-ce que l'intérieur, là, il est à 50 les deux sous, du milieu, là, le tien est à 50 sous. Complètement. Ah ouais, c'est fou, là. Puis si on s'en va avec le... Tantôt, je disais qu'il y en avait eu pas mal, là. Le numéro 135, qui est... on peut aller voir ça, sur eBay, là. Puis dans le fond, lui, il est au même prix. 12 840 à peu près. Il n'y en a pas? Je sais pas, il est très rare, il paraît. Puis je me trompe pas, lui, il est dédicacé par McFarlane. Ils ont tous dédicacés un par un. Ah ouais? Non, je sais pas. Non, mais il doit en avoir de dédicacés à travers du lot. Puis faut penser aussi, si je passe à côté de Spawn, puis je parle de McFarlane un petit peu. McFarlane, il n'y a pas juste Spawn qui a fait. Moi, j'ai une collection chez moi. J'ai une collection de dragons faite par McFarlane, des figurines de collection. Là. J'ai une collection aussi de Torture Soul qui ressemble un peu à Hellraiser. D'ailleurs, il a fait une collection de figurines de Hellraiser. Il a vraiment sorti beaucoup de figurines. Je suis pas certain si c'est pas lui qui a fait les Star Wars Unleashed. Peut-être. Parce qu'ils ont vraiment une... Il a fait des joueurs de hockey. Oui, il a fait des joueurs de hockey, des joueurs de baseball aussi. Il a fait vraiment beaucoup de figurines. Il a fait beaucoup de figurines et de Spawn. Qualité. T'en as-tu, la qualité qu'il y a. Moi, j'en ai une de Spawn. Une figurine. Toi, t'en as une de Spawn. Ça doit être très détaillé. Hein? Ça doit être très... Écoute, le visionnaire, c'est comme les figurines que j'ai amenées de Destiny l'autre fois. Là. Oui. C'est le même principe. C'est ce qu'on appelle des hot toys. Tu détailles, là. C'est pas des jouets, là. C'est des figurines de collection. Non. Tu peux t'en servir comme jouet, mais... Ouais, mais... Est-ce que tu sais si justement c'était un des premiers, mettons, à faire des bonhommes comme ça, mais de aussi grande qualité? Je pense pas que c'est le premier, mais ça a été, en tout cas, à mon avis, à moi, parce que je m'en souviens pas d'avant. Un des très populaires. Parce qu'il a pas rien fait ça en passant. Là. Il s'est associé avec des séries télé. Il s'est associé avec des genre, je prends, mettons, Zombie, je dirais pas... des films d'horreur. Rob Zombie. Il s'est associé avec Rob Zombie pour faire des figurines. Une de Rob Zombie. Il s'est associé avec d'autres rockstars qui a fait. Oui, c'est vrai. Il s'est associé avec Walking Dead. Il n'a pas fait de Metallica, me semble aussi. Oui, il a fait des Metallica. Il y a un stage de Metallica. Kiss aussi. Il y a son chum. Puis je pense qu'il a fait l'armée de Kiss aussi. Je suis pas certain, mais il y a l'armée. Mais si je me trompe pas, il y a Kiss Army. Puis j'ai un flash de ça, on en jase là, j'ai un flash de ça d'avoir vu à l'imaginaire. Puis il me semble que c'est McFarlane, mais il y avait dans le temps de Psycho Circus. Oui, t'avais une BD Psycho Circus. C'est ça, mais il y avait des figurines de Psycho Circus. Tu sais, je veux dire, ce gars-là, il s'est pas arrêté seulement de la BD, puis il s'est vraiment garoché. Il y a un don. Je veux dire, il y a un talent, mais moi j'appelle ça un don là, parce que rendu là, c'est plus juste s'amuser là. Il fait vraiment de quoi de très hot. Il a sorti vraiment. Il a pris ce qui était bon pour faire, puis ça n'a pas été juste de la BD. Le modelage, tout ça. J'imagine que des moules des personnages qu'il a fait doivent valoir une beurrée. Justement, est-ce que t'as une idée des prix des figurines de Spawn? C'est pas si cher que ça. Okay. Même les rares d'affaires comme ça, ou donc ils sont juste pas listés. Sont assez accessibles, on est capable de les avoir si on va dans les... c'est une coupe de 100$, là. Ouais, mais c'est de la qualité, par exemple. Vincent me montre dans une BD de Spawn qu'il y a déjà eu un jeu Super NES de Spawn aussi. Bon, tu vois... Qui a l'air... c'est peut-être le même que le tien au PS. Même un jeu.
Ok, Non, il y a eu non, un non, board game. Ouais. Non, c'était pas ce jeu-là. Celui-là a l'air plus beau que Le celui jeu, de PS1. le jeu de Super NES, je vais le chercher pour le mettre sur ma SNES classique. OK. Au pire, moi l'avoir, moi savoir c'est quoi, puis moi pouvoir Non, vous en parler à un moment donné dans un des. Ce personnage-là a quand note à même moi-même, là. a quand même eu des tentacules dans toutes sortes de domaines. Ouais. Mais c'est Mais ça, pas je pense- tant que ça. Par rapport justement quand Marc disait qu'ils avaient déclassé DC, là, Image, surtout à cause de Spawn à cette époque-là, Oui. ben, il me semble que logiquement on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait encore plus de. Ouais, Il est pas assez Main Street. Il est pas assez Ben, grand peut-être public. justement, comme tu disais aussi, qu'ils C'est n'étaient pas ça. très bons dans le commerce. C'est Ouais, mais ça, il était justement. pas grand public non plus. Là. C'est vrai, mais probablement qu'on se mettait pas assez le nez dans le contrôle de qualité. Parce qu'on peut pas vraiment avoir un petit garçon, une petite fille avec un chandail de Spider-Man, c'est cute. Là. Avoir une petite fille de 5 ans ou un petit garçon de 4 ans avec un chandail de Spawn, c'est un petit peu moins cute. On En tout cas, au secondaire de ce temps-là, ça serait pas très bien vu. Il y a tout le concept aussi que c'est pour ça là, qu'ils sont partis de là, parce qu'ils voulaient faire quelque chose de plus adulte. Là. Ben, mais ils ont réussi. Tu sais, comme je disais tantôt, ils voulaient faire quelque chose de différent. Pas quelque chose de meilleur, ils voulaient faire quelque chose de différent. Puis ils voulaient faire quelque chose pour aller chercher un autre public. Oui. Les boîtes à lunch de Spawn, j'en ai pas vu. Non. Puis je suis pas sûr de qu'est-ce qu'il y aurait dedans. Un bras. La crème glacée. Ouais, de la crème de Ah, peut-être. Mais C'est bon. Deuxième partie du podcast, on parle d'idées cadeaux. Yeah. OK? On commence par Paperman. Oh! Pourquoi ne pas donner de la lecture en cadeau cette année? Bon, pourquoi lire? Hein? Pourquoi lire? Ouais. Ben, c'est une C'est bonne parce que façon. ça ressemblait à ça un peu que c'est qu'on s'est fait tantôt comme cadeau. C'est une bonne façon de s'évader, de prendre le temps, et C'est également d'améliorer nos connaissances en français, en C'est vocabulaire. portatif. Exact. Et puis ça nous permet également d'oublier nos petits soucis quotidiens pour rentrer dans un autre univers. Et là, je fais des suggestions BD et romans par rapport à moi, ce que j'ai vécu en 2017. Alors, tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, pourquoi ne pas donner du Spawn en cadeau? Ben oui. Les intégrales sont encore très populaires chez Delcourt. Alors là, le premier numéro 1 qui est la Résurrection, qui regroupe les premiers numéros de Spawn. Toujours, encore une fois, avec une extrême traduction, une très très bonne traduction. Et puis on parle de romans de BD qui roulent à peu près autour de 50$. Mais là, on parle vraiment des bonnes briques. Là. Mais t'as plusieurs Oui, dedans, là. effectivement. La problématique, c'est qu'il y en a plusieurs volumes, c'est sûr. Hein, pas, là, je pense qu'il y a une dizaine de volumes, mais vous n'êtes pas obligé de les acheter tous les 10. On commence par le premier, puis ça vous donne une idée de ce que c'est. Et c'est une bonne façon de faire connaître ce personnage-là. Et c'est encore disponible. Pourquoi ne pas donner ça? Un gros moins pour moi cette année, c'est que j'avais dit ici que j'allais faire un article ou parler de Warhammer 40 000 en littérature. Je suis encore en train de le faire, c'est long. C'est pas évident, c'est vraiment pas facile à faire parce qu'il y a beaucoup de stock. Puis il y en a pas beaucoup qui sont traduits en français, il y en a beaucoup qui sont traduits en anglais, il y en a qui sont disponibles bien qu'en Europe. La Black Library est pas ici, c'est dur. Mais là, j'ai trouvé quelque chose pour vous, mesdames et messieurs. Alors, chez Soleil, on a décidé de recommencer à publier des aventures de Warhammer 40 000 en BD. Alors, on commence avec 2 tomes qui sont sortis en 2017. Alors, c'est vraiment très, très bien fait. Et on parle de petits volumes qui valent à peu près 27$. Alors, une qualité exceptionnelle chez Delcourt. À ce prix-là, c'est vraiment pas cher. Et c'est du Warhammer 40 000 pur sang. Alors, c'est dans le Dark Angel. Alors, on suit vraiment les gens du Dark Angel à l'intérieur de tout ça. Et puis, c'est vraiment les mêmes aventures qu'on connaît dans Warhammer 40 000. C'est des Space Marines qui vont combattre les méchants. Alors, ici, on parle de chaos. Alors, on respecte la tradition de Warhammer 40 000, on respecte le timeline, on respecte vraiment ce qu'est l'essence même de Warhammer 40 000. Et puis pourquoi pas s'offrir ça en cadeau. Et puis ça va m'aider. C'est pas dans un gros spécial que ça commence, ça? Pas dans lui. Pas dans lui, hein? Non, pas dans lui, mais il doit certainement avoir un spécial là-dedans. Il y en a tout le temps. On sait, cette année, il y a eu un super film de Christopher Nolan qui est sorti, qui est Dunkirk. Oui. Qui est un film de guerre. Oui. Encore une fois, chez Delcourt, on a sorti une très belle collection qui s'appelle Chant d'honneur. La collection Chant d'honneur, c'est qu'est-ce qu'être français pendant la guerre. Alors, ils ont fait 5
grandes guerres, 5 grandes batailles que les Français ont participé. Et puis, ils ont décidé, avec Thierry Gloris au scénario, de créer des bandes dessinées historiques par rapport à ces batailles-là. Et il y en a un à l'intérieur de tout ça qui nous parle de Dunkirk. Alors, c'est vraiment une magnifique BD qui va nous parler de ce que les Français ont fait pendant cette guerre-là, cette bataille-là, comment ils ont aidé les Anglais à se sortir de là. Alors, pourquoi ne pas donner de la belle BD historique qui nous en apprend? D'ailleurs, on a fait une émission sur la guerre récemment. Oui. Alors, c'est relié avec le film de l'année, selon moi. Podcast 36. Alors, c'est relié, selon moi, au film de l'année, pour moi, là, qui est Dunkirk de Christopher Nolan. Alors, pourquoi ne pas vous donner de la belle BD historique en cadeau? Parlons de romans maintenant. Je vais un peu racler là. La série cette année, moi, qui m'a le plus marqué, c'est Mindhunter, j'en ai parlé. J'ai trouvé que c'est une série qui est extrêmement bien écrite. C'est une série qui nous permet de rentrer dans la tête. Sur Netflix. Dans la tête des tueurs en série. C'est une série qui est basée sur des faits réels. Alors, pourquoi cette année, au bord de votre sapin, ne pas lire le plus grand écrivain de tueurs en série qui est Thomas Harris? Alors, achetez les merveilleux romans de Thomas Harris qui est Hannibal Lecter, Le Silence des Agneaux et bien entendu Dragon Rouge. Chez Albert Michel, 22,95$ le livre. Vous lisez ça sur le bord de votre foyer. C'est super léger. C'est romantique. C'est romantique. C'est super le fun. Ça parle de bouffe. Et d'ailleurs, à cause de vous deux, de toi, Animator, et de Red the Gamer, j'ai commencé à écouter Animal. J'ai fini la première saison. C'est excellent, la première saison. En tout cas, à date, j'adore ça. Alors, pourquoi ne pas, pendant le temps des fêtes, aller coucher les enfants, lire du Thomas Harris et écouter un bel épisode. Avec les enfants, Marc. Je suis pas persuadé, en tout cas. Bref. Je suis pas certain ce qui se passe avec toi. Mais non, c'est réellement des livres qui se lisent très bien. Mes enfants sont plus vieux. Et l'auteur Thomas Harris, qui n'écrit pas beaucoup, il a écrit 4 livres. C'est quelqu'un qui est très proche du FBI. Fait que ses romans sont extrêmement très précis, très réalistes par rapport au profileur. Puis il a quand même créé un des personnages les plus horrifiques de l'histoire du cinéma et de la littérature, Hannibal Lecter. Alors, on parle de temps des fêtes, on parle de festin, alors pourquoi ne pas déguster un bon foie avec des petits champignons et un chantilly? Et un craquelin. Oui, absolument. The Expanse. La série The Expanse, c'est une série qui est passée inaperçue chez Sci-Fi. On est rendu à la saison 2. C'est probablement une des plus belles séries de science-fiction qui a été faite cette année. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une belle série de science-fiction comme ça. C'est intelligent, c'est brillant, c'est de la hard science-fiction, c'est écrit de main de maître, c'est acté de main de maître. Les effets spéciaux sont sublimes. On n'en entend pas parler parce que c'est lourd, parce que c'est lent, parce que c'est pas du bing bang pauvre dans l'espace, il n'y a pas de son. La hard science-fiction de la misère cette année. C'est hard science-fiction de la misère. Mais avant tout, The Expanse, c'est un livre. Un livre qui est écrit par un auteur qui s'appelle James Corey, mais c'est James Corey, dans le fond, c'est 2 personnes qui ont fusionné ensemble. C'est une coécriture. Actes Sud, quand même une $50 le livre. Là. On est rendu au tome 4. Je vous conseille de lire le tome 1. J'ai rarement lu un bon livre de science-fiction comme ça. Honnêtement, là, c'est de la bombe. Mais encore une fois, ça demande un effort considérable intellectuellement pour lire ce livre-là. Okay. Parce que c'est de la science-fiction qui est hard, alors c'est pas du... je tire des lasers partout et j'explose la tronche de tout le monde. En parlant d'exploser des lasers partout et de tuer tout le monde, j'ai vu la bande-annonce de Jurassic Park. Ouais. Mais non, de Dieu que c'est mauvais. Ben, je voulais le mettre dans Samétain, mais j'ai décidé de le mettre dans mes suggestions. C'est pif paf pouf. Non, mais c'est quoi les cons? Ils ont construit une station avec des dinosaures sur une île avec un volcan. J'ai pas tout compris là, parce que j'ai comme mis mon cerveau à off là. En tout cas, j'ai pas vu. Michael Crichton a écrit le roman Jurassic Park. Ne gâchez pas la mémoire de cet écrivain génial qui est parti beaucoup trop vite. Allez donc vous procurer
le roman format de poche à 12,95$ de Jurassic Park est tombé dans l'intelligence du roman et du premier film de Jurassic Park. C'est brillant, ça parle de secret industriel, ça parle d'euphémisme, merci, de manipulation génétique. C'est réalisé par super le Spielberg. fun, c'est super cool, c'est tellement meilleur que cette bande-annonce merdique que j'ai vue. C'est horrible, je comprends pas cette bande-annonce-là. Je l'ai vue une fois, mais j'arrive pas à la comprendre. Qu'est-ce que le volcan fait là? Un film d'action. Oui, mais qu'est-ce que le volcan fait? Il retourne sur l'île où il y avait le parc, mais il y a un volcan sur le parc. Pourquoi ils ont construit un parc d'attractions sur une île avec un volcan? Non, Écoute, ça doit être la tectonique des plaques qui a amené le volcan en dessous de l'île. Mais bref, bien entendu, cette année, si vous avez qu'un livre à acheter Ready Player One d'Ernest Cline. Parce qu'en mars 2018, ça s'en vient là, en mars 2018, la bombe télévisuelle cinématographique. Mais la nouvelle bande-annonce, pas en fin de semaine. Dimanche. Spielberg va lancer une bombe au cinéma en mars 2018 et je vous le dis aujourd'hui, là, comme je l'avais prédit pour le DCUA, là, je vous le dis aujourd'hui, là, ce film-là, ça va être une bombe. J'espère que tu seras pas déçu, Marc. Il n'y a personne qui va être dessus. Spielberg, il fait une bombe présentement et ça va révolutionner le cinéma. Il va prouver qu'il est encore le grand maître. 2018. Parce que j'y fais confiance, disons. Moi, j'invite les gens à investir dans les compagnies de mouchoirs papier parce que Marc va en pleurer un coup à la sortie. Il va pas juste pleurer, hein? Il va avoir un... Non, ça c'est avant. C'est à penser au film qui s'en vient. Moi, j'ai acheté le livre, en fait, cette année, parce que Marc en a parlé. Puis, sachant que le film venait, je l'ai acheté, j'ai lu, j'ai adoré. Et je ne regarderai pas d'autres bandes annonces, parce que cette bande-annonce-là me suffit amplement. Et je veux pas me voler des punchs ni rien, mais je veux voir ce film-là, parce que le livre était vraiment excellent. Ouais, la nostalgie, ce que ça fait. C'est plus que la nostalgie. Oui, mais je trouve ça réducteur de... Non, c'est... Ah oui, ça. Oui, c'est mais la réalité virtuelle, c'est pas si nostalgique. C'est l'avenir. Et d'ailleurs, je vais vous faire une démonstration de réalité augmentée tantôt. OK. Moi, pour ce qui est de mes suggestions cadeaux, je vais y aller par un thème. Si vous connaissez quelqu'un, un animator, OK? Un peu comme moi, c'est-à-dire quelqu'un qui veut comprendre comment on a fait pour porter à l'écran un personnage, du matériel, qui aime les documentaires, savoir comment les choses se font, offrez du matériel à cette personne-là pour qu'il en fasse. OK? J'ai retrouvé mon livre How to Draw Comics the Marvel Way. OK? Ce livre-là, je le voyais dans des publicités, dans les BD, dans les années 70. Et à un moment donné, je rentre dans un magasin et je le vois. Je me dis, c'est une vieille copie, ça doit coûter 300$ racheter ça. Non, il est encore édité aujourd'hui. Et ma copie, c'est marqué Canadienne 1999. OK? Dans ce livre-là, on apprend, et c'est un livre de Stan Lee et John Buscema, dessinateur entre autres de Spider-Man dans les années 70. On apprend la perspective, les proportions, même si un animator ne dessine pas, au moins va apprendre comment ça se fait et encore plus apprécier le matériel. Des crayons, des pages pour faire du calque. Il y en a du matériel en masse. Là, je parle du livre How to Draw Comics the Marvel Way, mais des livres pour apprendre à dessiner de la BD, pour apprendre à dessiner point, pour apprendre à animer avec les coins d'un calepin. Il y en a un paquet. C'est sûr qu'une personne qui écoute souvent des documentaires ne peut pas dire non à ce genre de cadeau-là parce que inattendu, parce que ça va lui faire découvrir autre chose. Puis ça me tentait pas d'aller dans les coffrets DVD de cette année, là. Si vous êtes capable, tant qu'à être là-dedans, si vous êtes capable de trouver celui de Stranger Things qui est dans une boîte de cassettes VHS, puis quand tu sors le coffret, ça a l'air d'une cassette VHS aussi. Pas donné, par exemple? Probablement pas. Mais un vrai geek de Stranger Things l'a peut-être déjà. J'en connais un. Oui, on connaît le même. Ça, on connaît tout le même. Mais un livre comme How to Draw Comics the Marvel Way ou comment dessiner des mangas. Bonne idée, ça. Je pense qu'il y a moyen de plaire à quelqu'un qui tripe sur la façon de fabriquer le matériel ou du moins de comprendre comment ça fonctionne.
Visionneur? Je sais que probablement le film le plus attendu cette année, qui va sortir la semaine prochaine, The Last Jedi. Je regarde Eric, mais je sais pas pourquoi. Là. Tu peux regarder Marc aussi. Ouais, lui. Mais bon, regarde. Ce que je proposerais par rapport à The Last Jedi, évidemment, tout le monde sait ma passion pour les pop. Pour moi, le règne de Baby Groot achève. Il va être remplacé par un Porg. Je sais pas si je le prononce bien. C'est bon. Parce que c'est la nouvelle machine Disney, donc eux autres, faut qu'ils en vendent. Alors, les gens vont sûrement être... Ben, ça a l'air niaiseux, mais les gens, ceux qui aiment les pop... Ouais, ceux qui aiment les porcs, non, mais en plus, vont l'aimer. En plus d'y ressembler, ils sonnent pareil. Mais bon, regarde, ça va être vendeur pareil. Et moi, ceux bons pilotes. Ceux qui aiment ça, ils vont se le procurer. Toujours dans les derniers Jedi, il y a le guide visuel ultime. Je pense que t'en as parlé, où on mentionne les vaisseaux puis tout ça. Là, c'est un genre de dictionnaire. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à donner pour en savoir un petit peu plus. C'est écrit par Pablo Hidalgo, qui est impliqué dans les Star Wars, donc c'est lui-même qui a fait ce guide visuel-là. Je tombe dans les coffrets maintenant, coffret de Akira. Ce qui est particulier de ce coffret-là, c'est que là, on a inséré le CD audio, la musique du film en version symphonique. Donc on a le Blu-ray, le DVD, making of, l'audio hypersonique, le storyboard. Je sais pas si Sophie elle a compris, mais Marc ça l'intéresse. Il est super. mais le fait d'avoir la musique dans ce coffret-là, la musique ça donne est sublime en passant. Ouais. La passe vraiment du lit. Là. C'est vraiment intéressant. C'est le fun aussi. Un coffret que j'ai vu qu'on a encore, c'est l'intégrale de Goldorak. Oui. Qui en vendent encore à 60$. Ça, honnêtement, c'est un aubaine par rapport au prix qu'on payait au début, qui était tout près de 100-120$. Il est encore disponible à 60$. Donc, ceux qui sont fans de Goldorak, c'est un beau coffret à offrir. Il y en a quand même pas mal. Ah oui. Ouais, mais pour 60$, tu rentres dans ton argent. L'autre fois, j'ai été élevé avec ça. Fait que, tu sais, Albator, Captain Flamme, Goldorak, c'est clair, ça marche. Ben oui. Un coffret, probablement l'une des meilleures trilogies de reboot que j'ai vu dans ma vie, c'est la trilogie de La Planète des Singes. 3 merveilleux films d'une égalité. Moi, j'ai adoré ces 3 films-là. Il est offert en coffret. Achetez-le, c'est clair que vous vous ennuierez pas. 3 magnifiques films avec Andy Serkis qui fait un César extraordinaire. Faut que je finisse, faut que j'écoute le dernier. Tu seras pas déçu, sincèrement, tu seras pas déçu. Tu vas peut-être quelquefois verser des larmes là. Mais on s'entend, visionnaire, je suis pas fan comme toi, tu l'es là-dedans. Non, sauf que je m'attends à un écœurant de bon film. Ben, si tu peux avoir la trilogie, t'es sûr d'avoir 3 bons films, contrairement à des trilogies où des fois t'as un film qui est moins bon que l'autre. Tu sais, tout ça. 50 nuances de Grey. Hein? Comment t'appelles ça? Arrête, tu vas m'endormir. Tu vas m'endormir. Là, ça allait bien, là, tu viens de couper mon fun. Non, ben en fait, je m'excuse parce que moi, c'est une trilogie avec 3 mauvais films. Bon, on passe aux choses sérieuses. Oui. Le dernier coffret, c'est un coffret des 10 ans de DC Universe Animated. Donc, les films de DC en animé, en dessin animé. 32 Blu-ray, 5 courts-métrages, des bonus. Là-dedans, on retrouve, moi je les connais pas toutes, mais Marc sûrement Superman Doomsday. Il est là-dedans. On a Batman Gotham Knight, de Arkham. On a attends, j'en ai vu un qui est The Dark Knight Returns Part 1-2. On a Batman et Harley Quinn, le dernier, qui est intéressant. On a Justice League contre Teen Titan. Donc, je pense que ça, c'est un beau coffret de dessins animés. Mais en tout cas, c'est le fun de voir des films à succès pour DC. Ben, c'est pour ça que je propose. Critique. C'est pour ça que je proposais ça, parce que sinon, je proposerais du live action. Je suis pas sûr qu'il y a grand monde qui serait intéressé par ça, hein.
Ben, moi, j'ai vu un beau coffret de Batman v Superman. Non, mais c'était à 100... Arrête, là, Marc, elle est bien, là. J'en ai parlé de ce coffret-là. À $100, il y avait beaucoup de matériel dedans. Je me suis dit, tabarouette, ils ont mis 95$ de matériel plus le film. Bon, fait que c'est ça. J'avais peur de la sortir avant. Mais bon. Bon, alors, c'était ça Il y a du monde qui ont trippé. Je sais. Je tourne le fer dans le pied. On est non, mais c'est parce que Vincent, il est là. Fait que, tu sais, j'aurais pu parler de Suicide Squad aussi. Oh, ça, c'est mauvais, hein? Ben oui, ça, c'est très, très, très mauvais. Bon, alors. Tu vois, Suicide Squad, j'ai pas de temps. Ben oui, mais c'est ça. Chaque film avait son public. Voilà. Alors, j'arrête là. Red the Gamer. Oui, suggestion. Mais je dois dire que j'ai détesté le Joker dans Suicide Squad. Mon Dieu, qui est mauvais. Mais bon, c'est un autre sujet. Ouais. Ok. J'ai fait un petit wrap-up rapide de cadeaux pour des gamers. Je veux dire facile. Moins facile de l'avoir, mais facile comme idée. Les mini SNES. L'année passée, j'avais parlé des mini NES. Cette année, les mini SNES. Ou sinon, il y a aussi la mini Sega qui est sortie aussi, puis qu'elle a passé sous les radars de partout. Écoute, je n'avais pas entendu parler pendant. Et voilà. Et à ce que j'en ai compris de mes espions, la mini Sega, tu peux même rajouter une cassette pour. Tu sais, il y a des jeux dedans. Tu peux même rajouter une cassette dedans. Fait que ceux qui avaient des cassettes de Sega, vous pouvez vous garrocher là-dessus. La mini Atari 2600. Avec, je me souviens pas combien, je pense que c'est 100 quelques jeux qui est en vente à $70 dans le de même. Puis elle a la même grosseur, je crois, que de celle qu'on avait avant. Là. OK. Fait que, tu sais, c'est. Ok, on s'entend là, c'est pas des jeux incroyablement fou raides. Je pense pas qu'ils non, mais ils sont durs à jouer pareil. On passe l'après-midi là-dessus sans problème. C'est ça. Pensez pas que c'est des jeux avec une qualité graphique de fou là. Ok, on s'entend là, Atari là. Mais sauf qu'il y a une affaire, par exemple, tu parlais de nostalgie tantôt. C'est carrément ça, de la nostalgie. C'est la base. Ouais. Ben oui, c'est exactement, c'est la base. Pitfall n'est pas plus facile aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Sinon, on peut y aller aussi avec je parlais avec d'autres gamers cette semaine. Je vous disais que j'avais fait des concours, puis on parlait ensemble, puis tout, puis en partant, ils ont tous resté stickés sur ma mini SNES avec laquelle on jouait. Mais tu sais, il y en a un qui m'a dit, hey, parlant de ça, une carte cadeau, tu sais, une carte d'abonnement pour jouer online. Genre PS Plus ou c'est quoi, c'est Xbox Live. Oui. Tu sais, des cartes dans ce style-là, puis tu as un abonnement d'1 an, là, c'est tout le temps. Tu sais, même si votre gamer est déjà sur online, qu'il y a déjà une carte online, ça fait juste rajouter du temps. Fait que dans le fond, une carte prépayée, puis même si mettons qu'il changerait de console, quand même, c'est son compte, c'est lui, c'est son compte qui va continuer à virer sur l'autre console. Fait que c'est non négligeable ça non plus. Du geek stuff, je vais m'expliquer, tu sais, genre, on s'en va chez eBay Game ou sur ThinkGeek ou chose comme ça, qui est maintenant avec GameSpot puis eBay Game. Tu sais, une tuque, des bas, des gilets, des affaires, tu sais, du linge. J'ai vu des bas de Metroid. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, des affaires comme ça, là, y a pas. Des bas de filles. Non, c'est pas des bas de Samus. C'est ça, c'est pas des bas de Samus. C'est des bas du jeu. C'est ça. Mais tu sais, il n'y a pas un geek qui va rester indifférent à ça. Tu sais, je veux dire, des gilets de geek. Non, ouais. Tu sais, on en veut tout le temps, puis tu n'en as jamais assez, puis ainsi de suite. Tu sais, une tuque de Mario, des affaires comme ça. C'est toutes des affaires. Je pense que j'en ai vu de Destiny. Oui. Mais bon. Tes cadeaux sont achetés. Ok, je viens de me faire dire que mes cadeaux étaient déjà achetés. Mais c'est pas grave, ça. Je suis fin. Je suis assez fin pour en mériter d'autres. En tout cas. Ensuite de ça, je vais me répéter sur l'année passée, mais c'est tout le temps d'actualité, ça. Puis je pense que l'année prochaine, je vais leur dire encore. Des Messenger Bags. Des éditions geeks là, on va dire là, des Messenger Bags pour des geeks, c'est tout le temps un must.
OK. Tu parles de sac à dos, là? C'est pas juste des sacs à dos. Il y en a que c'est des sacs à dos. OK. Mais il y en a que, comme, mettons, mon Deadpool. OK. Mon sac Deadpool, que je peux faire un sac à dos, mais je peux faire aussi un sac en bandoulière. OK, mais genre sac de livreur de journaux. Ouais. OK. Qu'on met en bandoulière. Ouais. OK. Mais c'est parce que c'est des sacs qui, la majorité du temps, qui sont faits spécialement pour rentrer des tablettes, pour rentrer des laptops, pour aller dans des conventions, pour mettre ton stock dedans. Je suis allé au Comic-Con, j'avais mon Messenger Bag de Destiny. J'ai trippé parce que le stock que j'ai ramassé là-bas, ça rentre dedans, c'est fait pour ça. C'est des sacs faits pour... La majorité, c'est même des sacs faits pour mettre des pins, des affaires comme ça, tu sais, pour en rajouter sur ton sac, pour le personnaliser. La majorité sont faites comme ça, avec du strapping, tout ça, pour tout ajuster tes colis qui sont dedans. Pour les geeks qui vont courir les conventions, des affaires comme ça, c'est un must. Sinon, on s'entend, là, je veux dire, n'importe quel forfait de cinéma, puis ainsi de suite, là, c'est tout le temps bon, c'est jamais mauvais, ça. Ensuite de ça, j'ai vu cet après-midi, tu me faisais penser, Paperman, tu sais, les guides ou quelque chose, bon, mais de Star Wars, il y en a vraiment une trollée. Tu sais, je fais juste penser le Guide to Empire, ben, tu sais, le guide de l'Empire, le guide de la Rébellion, le guide des Jedi, le guide des Bounty Hunters, le guide des planètes, comme on parlait tantôt qu'on avait tous les deux. Il y a un univers tellement complexe, tellement large, que même si c'est légende, ou même si c'est canon, ou même si on s'en sac donc ben, c'est du Star Wars, c'est du bonbon. En tout cas, moi, ça c'est pour moi, là, mais des guides to, on va les appeler comme ça, là, il y en a aussi dans d'autres choses. Il y en a vraiment dans n'importe quoi. Tu sais, tu en as sorti un tantôt pour... Tu sais, il y en a pour Marvel, il y en a pour... Fait que, pensez-y, il l'a. Les bonnes librairies vont être capables de vous en sortir, puis ou ils vont être capables de vous en commander. Puis c'est pas si pire que ça, les commandes, bien souvent. Ensuite de ça, un abonnement pour Netflix. Oui. On en a déjà jasé, mais un abonnement pour Netflix, c'est tout le temps bon. Et ce que je dirais de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui critiquaient qu'il n'y a pas beaucoup de séries en français. C'est multilingue la majorité. Il y en a de plus en plus en français. Je pense que les vieilles séries ou les vieux films, ils ne traduisent pas en français, mais toutes les nouvelles séries sont toutes traduites. Fait qu'il faudrait peut-être que les gens... La majorité, tout ce qui est fait par Netflix, c'est gratuit en français. Donc, on a de plus en plus de stock. Il faudrait peut-être que les gens arrêtent de dire qu'il n'y a rien de français. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de séries en français et de films. Si votre geek écoute beaucoup de musique, un abonnement iTunes, mais pas une carte iTunes pour aller chercher pour 10$ de musique, non? Pas ça que je veux dire. Mais c'est le même principe que Netflix ou Google. Spotify. Spotify, ça fait dans le même. Mais moi je parlais pour iTunes, c'est le même principe. Tu te plugues sur iTunes, tu t'en vas là-dessus, tu veux écouter une tune, tu t'en vas, hey, je veux voir cet album-là. Mais il va rester sur iTunes, tu pourras pas le downloader. Tu te promènes, ça. Mais tu te promènes, tu écoutes ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, le nombre de fois que tu veux, on s'en sac donc bien. Mais c'est un... Ça te coûte tant par mois, au même titre que Netflix, puis c'est sensiblement pareil les prix que pour un abonnement là-dessus. C'est une dizaine de pièces par mois, je crois. Je pense que c'est 14 par mois. Entre 10 et 14 par mois, me semble. Ensuite de ça, une série que moi j'ai particulièrement appréciée. J'en ai apprécié vraiment beaucoup cette année, mais une série qu'on a parlé, puis qu'à un moment donné, on a arrêté de parler. Puis j'ai revu le coffret DVD, puis j'ai fait, ouais, il est beau, puis il se présente bien. Westworld. Oui. Le coffret DVD de Westworld, que tu sois geek ou pas, c'est un beau coffret, c'est une bonne série, moi j'ai trouvé que visuellement c'est très léché, en tout cas ça se laisse écouter. C'est sûr que il y a un point de vue éthique là-dedans, puis je comprends Paperman aussi là-dedans. Je sais que Paperman il en avait fait une critique, on va dire ça comme ça. Paperman a soulevé des points qui étaient dérangeants. Ouais, on va le dire comme ça, qui étaient discutables, on va dire. Puis ok, je suis d'accord avec lui, malgré que c'est une bonne série. Fait que, tu sais, je veux dire, bon choix. On peut rester là toute la soirée puis jaser de qu'est-ce qu'un geek pourrait avoir. Là. Mais
des jeux aussi. Tu sais, c'est. Des patchs Destiny. Ouais, mais si c'est un bon joueur, il a déjà sa page d'acheter. C'est ça. Mais ou il l'avait en partant. Mais tu m'as fait penser à quelque chose en parlant des guides de Star Wars. On a beaucoup parlé de cadeaux à faire à des geeks, OK? Oui, Ou oui. à des crinqués. Mais en fait, on pourrait donner des cadeaux à ceux qui en sont pas. Oui, OK? pour leur faire découvrir. C'est ça, Ouais. dans le sens que je ne sais pas, on a peut-être tout un chum à qui on parle de Spawn, de Star Wars, puis qui nous écoute en disant oui, mais qu'on sait très bien qu'il comprend absolument rien de ce qu'on lui dit. On peut lui offrir pour Noël, regarde, ça c'est le guide, tu vas découvrir mon univers avec ça. Panini ont fait des écœurantes de BD. Ils ont recommencé les BD, le numéro 1 de Panini. Mhm. Tu sais, c'est. Ben oui. Ben oui. Ben oui, voilà. C'est Spawn pour les nuls, Hulk pour les nuls, Destiny pour les nuls, La planète des singes pour les nuls et Valérian pour les nuls. On a fait le tour. Là. On a fait le tour. Ça m'allume, ça m'éteint. Paperman. Commençons donc par dire que René t'a fait dire que Soul Calibur 2, il y avait un personnage de Spawn, un personnage qui était spécial. Alors, merci. René, que tu nous écoutes. Je savais qu'il y en avait un, mais c'est une question. lequel? Et on continue à dire que Dark Empire, même si c'est dans Légende, ça ne fait pas que c'est une mauvaise BD pour autant. Ça reste que c'est une super BD. C'est vrai. C'est pas canon, mais c'est encore très bon. Eh oui. Voilà. Je commencerai donc par mes samétins. Pour finir positivement. L'année passée, en 2016, le trip des chialeux, c'était le fanservice. C'est vrai. Ouais. Le fanservice. Il y en avait partout, le fanservice. C'est vrai. Hein? Ben, C'était en pour- fait, c'était avec Rogue One. Bon. Et je l'avais dit que ça allait disparaître. Nous, on en a entendu parler, on en a entendu parler. Ben oui. Là, en cette fin d'année 2010, là, c'est Satan Disney. Alors, Disney qui est devenu Satan parce qu'il va acheter la Fox. Ça a l'air que c'est fait. Bon, en tout cas, bref, je suis d'accord avec le fait que c'est vrai que oui, ça peut amener un monopole et tout. On comprend tout ça, là. Mais de dire que ça va bloquer l'imagination, la diversité, puis... Hey, ils ont fait la même chose, puis non. Deadpool va être gentil. Ouais, Je Deadpool est comprends pas pas, plus là. gentil. Honnêtement, je comprends pas là, pourquoi ça bloquerait la diversité puis l'imagination de la création si Disney achète la Fox. Au contraire, il va falloir qu'ils travaillent Moi, fort pour garder son monde. Je pense que la Fox va garder leur façon de faire. La seule affaire, c'est qu'ils vont être backés avec quelqu'un qui a des poches profondes. Et de toute façon, si ça amène un monopole, ben il y a des gouvernements en place, des lois en place qui vont l'empêcher. Et puis là, c'est comme rendu une rengaine de planter Disney. Là. Disney comment il appelle ça, la dissémination? Pas trop, Okay. là, que tout le monde sont en train de changer Disney. Ouais, mais on a dit ça pour Marvel, on a dit ça pour Star Wars. C'était jalousie. Moi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais dans mon jeune temps, Disney nous faisait rêver, puis c'était comme considéré comme super le fun. Là, ils sont comme rendus Satan. Alors, j'en suis venu à la conclusion qu'effectivement, probablement que le PDG de Disney, c'est Satan lui-même. Probablement. Ou encore Saddam Hussein, encore pire. Et que leur but principal, c'est de contrôler la planète en achetant tout le monde pour faire des films push. Là, t'as trop vu de hard Ouais. science-fiction. Shut up and take my money. Ouais. Là, ça doit être ça, parce que si je lis ce qui se passe comme commentaire sur les médias sociaux, il n'y aura plus de bons films parce que Disney achète la Fox. Le meilleur exemple que je peux donner, le meilleur C'est bizarre. exemple que je peux donner, Marc, par rapport à ça, c'est peut-être un peu boiteux comme exemple, mais il y a eu une période, un moment donné dans le temps, il y avait dans la lutte qu'on appelait la WCW et il y avait la WWE. La WWE a acheté la WCW. Est-ce que ça a pris un... Pas en tout. Pas en tout, ça continue à marcher ouais. parce que faut qu'ils gardent leur monde avec eux autres. Donc, faut qu'ils usent d'imagination. C'est sûr que t'as pas ce combat entre deux grosses... tu sais, mais sauf que faut qu'ils continuent à garder son Longtemps monde. que ta qualité reste là. Deadpool puis va rester c'est ça. Deadpool. Ben oui. Ah ouais. En tout cas, bon, ça, c'est la rengaine de 2017. Là, ça va disparaître au début des années de 2018 parce qu'avec la sortie de Player One, là, ça va être la nostalgie qui va probablement Ben être oui, le ben méchant oui. de 2018. Oui. Alors, on va se préparer là, parce qu'en enregistré, là, hein? 2018, ça va être la nostalgie. Les années 80. Les années 80, là, ça va être terrible. le gros, ça va être terrible, ça va être le démon. Alors, Satan va être rendu dans les années 80. Alors, mais ça va disparaître aussi. Pour ceux qui l'ont déjà oublié, ben ils ont commencé ça fait un bout, puis ça, ils travaillent par en dessous C'est avec ça, des effectivement. mini-consoles. C'est ça, mais
ben, de toute façon, le diable était déjà dans les années 70-80 avec les disques qu'on tournait à l'envers. Exactement, puis la musique heavy metal. Ben oui. C'est ça. La série Dark sur Netflix, pour moi, c'est un samedi. J'ai écouté 3 épisodes, je trouve ça excessivement plate. Je trouve que c'est une pâle. C'est quoi ça, critiquer une série après 3 épisodes? Ben, parce que la plupart du monde dit que les 3 premiers épisodes sont censés t'accrocher. Oui. Moi, ils m'ont pas accroché du tout, ils m'ont fait décrocher. Bon. Je trouve que c'est une pâle copie pour l'instant de Stranger Things. Je trouve qu'il n'y a pas de chimie entre les acteurs. Je trouve qu'il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de ouf. Il n'y a pas de wow. Il n'y a rien qui m'accroche dans cette série-là pour l'instant. Est-ce que je vais la continuer? Oui. Probablement que je vais la terminer. Mais en tout cas, si les 3 premiers épisodes sont censés être les meilleurs pour m'accrocher, c'est vrai que j'ai pas hâte de voir les autres. Okay. Parce que tabarouette que j'ai trouvé ça cheap. En plus, visuellement, je trouve ça cheap. C'est noir, c'est sombre. Dark, ça s'appelle Dark. Il y a une façon d'être dark puis d'être beau aussi. Là, je veux dire, si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter des lumières, là, ils en vendent des DEL chez Dolorama. Là. OK. Je veux dire, c'est. En tout cas, bref, moi, je n'ai pas embarqué dans cette série-là. Puis je trouve qu'ils surfent sur le phénomène de Stranger Things. Essayer de copier les pas. C'est la nostalgie, Marc. La nostalgie, c'est ça. Mais ça m'allume maintenant. Punisher, je l'ai terminé, c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est la série parfaite de Netflix. Le Punisher, il est juste parfait. Il y en a qui ont trouvé le moyen de chialer. C'est pour moi, là, c'est une belle réécriture du personnage. J'ai trouvé ça excessivement émouvant. Puis c'est venu me chercher en dedans de moi. Puis la finale, nom de Dieu, je capote. Et non, la finale, c'est pas du bing bang paf. Okay. Je dirais pas la finale, là. C'est beaucoup plus brillant que ça. OK. Donc, tu as déjà commencé à faire monter les actions des mouchoirs papier. Exactement. OK. Exactement. Bande-annonce Avengers, je pense qu'on a été... on est tous d'accord, je pense. Je pense qu'on a eu ce qu'on attendait. On Thanos avec un gant qui bat des culs. Il est pas mort. Il est pas mort. Mais ça, je pense que c'est un problème de CGI là, par rapport aux bandes annonces. Je pense que c'est du traitement. Là, c'est un éclairage qui. Compression d'image, puis des affaires comme ça. Des bandes annonces, des fois, c'est pas. Les effets spéciaux sont pas toujours finis. C'est comme les costumes. Là. J'ai l'impression qu'il va changer. Oui, c'est vrai, parce qu'il était plus rose. Il était plus rose un peu. Là. Je pense que ça va évoluer avec les nouvelles bandes annonces. Et je termine mon dernier Samelume avec la saison 5 de Vikings qui vient de commencer, et le type qui s'appelle Alex Anderson qui joue Ivar le défaussé, qui prend la place de Ragnar, qui est le fils de Ragnar. Nom de Dieu, il est extraordinaire. C'est une violence sans merci. Ragnar était fou, était calculateur, c'était quelqu'un qui était excessivement brillant. Ivar est fou, calculateur, brillant et psychopathe. Alors, son père serait très fier de lui. Alors, ce n'est que du bonbon. Je pense que j'avais des craintes avec le départ du personnage de Ragnar, parce que c'était quand même le personnage fort. Et là, on nous coupe Ragnar, on nous coupe Floki, et on va vraiment avec les fils. Et bien, ils ont réussi à se relancer avec des nouveaux acteurs, avec une nouvelle histoire, avec la continuité de ça. Et c'est pas tendre. C'est tellement pas tendre que l'épisode 3, j'ai été obligé de l'écouter en 2 parties. Parce que la première partie, j'ai pris une pause, puis je me suis dit, c'est assez, là. J'en ai assez, là. Pour l'instant, là, mon cerveau est saturé de violence. OK. Pis c'est tough. C'est tough. Très tough. C'est Viking. La meilleure série présentement à la télé, c'est Viking. Non. En tout cas, il est convaincu. Ça, c'est un fait. Pour moi, là. Oui. Je parle pour moi, là. Mon Sam allume. Je suis dans un 5-7 cette semaine. OK? Ben, à part Avengers, parce que, bon, la bande-annonce d'Avengers, je pense que c'est un Sam allume commun aux gens autour de la table. Je suis dans un 5-7. C'est l'activité de Noël de la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup. Je suis là à titre de présentateur d'atelier, coach en communication. On me dit... Les jeunes gens d'affaires, des fois, parler devant les gens, ils savent pas trop. Bon, OK. Puis en plus, il y a une dégustation de scotch. OK, voilà, c'est réglé. Je suis là. It's a perfect day. Merci, ça me fait plaisir. Donc, fais la présentation. Ça va bien. On commence à déguster des scotch qui étaient, ma foi, excellents. Et je suis avec ma co-animatrice de la radio et 2 personnes
qui nous connaissent par le fait qu'on est à la radio, mais qui, les deux, ensemble, je pense pas qu'elles se connaissaient. Et un des deux dit « Ah oui, puis j'écoute votre podcast. » Puis l'autre fille avec lui dit « Ah, moi aussi. » Mais elle, je le savais. Mais non, j'ai trouvé ça bien le fun. C'est Maude et aussi Étienne, que tu es censé connaître, Red, je pense qu'il est barman. Oui, je connais Étienne. OK. C'est flatteur. Deux fois ma grandeur. Oui, c'est une bête, là. Joueur de GN. Oui. Un autre joueur de GN qui était là aussi, qui était le compteur. Oui. En tout cas, regarde, on commence à faire parler de nous autres. Patrick Roy. OK. Le compteur, là, que tu parles, là? Possible. De la distillerie à Saint-Arsène? Oui. OK, c'est ça. Oui, parce que c'était son frère qui présentait les scotch. OK. Ah non, c'était... je trouvais ça le fun. Après une coupe de scotch aussi, c'est très agréable. Et ce qui m'éteint, c'est tout ce qui arrive avec le DCU. Regarde, le ménage qu'ils font... C'était prévisible? Malheureusement, oui. Quand ils ont su qu'ils faisaient pas un volume 2 de Justice League, on voyait bien qu'il y avait quelque malheureusement, chose. Oui. Paperman a retrouvé sur le podcast de nos souhaits 2017 l'endroit où je dis arrêtez-moi ça, cette hémorragie-là, que ça finisse par finir. On est rendu là. Quoique quelques films qui vont sortir comme Aquaman, Wonder Woman. Je vais faire une prédiction. J'espère me tromper. Aquaman sort en vidéo sur demande. Oh! OK. J'espère, Wonder Woman au cinéma parce que ça a marché. Wonder Woman 2, Wonder Woman, ça a été annoncé aujourd'hui, fait partie des films... En nomination. Non, pas en nomination. Des films qui ont eu le plus d'impact culturel aux États-Unis là, pour 2017. Là. Mais il est en nomination aux Oscars. Pas en nomination. Il est dans la course. Dans la course pour les nominations aux Oscars. Mais Wonder Woman était le seul film de super-héros de l'année. C'est les dans deux cette seuls. Liste-là. Là. C'est les deux seuls qui font là, présentement. Là. Fait que là, je me dis peut-être qu'il faudrait que je finisse par le voir finalement. Mais ça m'allume, ça m'éteint. Toi, visionneur? Moi, vous savez tout, Marc puis moi, on s'entend pas toujours sur le choix de critique, là, mais moi, mon gros ça m'allume, c'est la série Dark. Et tout ce que Marc a mentionné, c'est ce que j'ai aimé. J'ai aimé le visuel, j'ai aimé... Puis, je vais dire en passant, moi, j'ai tout vu les épisodes au complet, les 10. Le visuel est beau. La forêt, elle est très belle. Oui, il y a quelque chose de morbide, de sombre, de dark. L'histoire des enfants qui se font enlever. Je veux pas trop en dire parce que je veux pas non plus spoiler, mais il se passe quelque chose à maner dans le milieu de la série qui fait que Marc a pas vu. Que Marc a pas vu. C'est 3, je l'ai dit. C'est ça. Donc, vers le 4e, 5e, il se passe quelque chose. Donc, ça vire, ça change complètement. Moi, je trouve que c'est un scénario extrêmement intelligent, une belle histoire. Tu mets pas ton cerveau à off parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'interactions entre des personnages. C'est un film européen, donc on y va vraiment avec le côté les voitures, les maisons européennes. Oui, l'éclairage est pas fabuleuse, mais je pense que c'était voulu d'avoir un éclairage sombre parce qu'on veut un côté, et il y a pas de super-héros, il y a pas de pouvoir, c'est vraiment ce que j'appelle un genre de drame policier là, où il y a des enquêtes qui se font, mais ce qui est intéressant dans ce film-là aussi, c'est que, comme je disais, il y a tellement de personnages impliqués qu'à un moment donné, on peut se perdre là-dedans. Et eux autres, ils réussissent à nous mettre le jeune garçon avec quand il est rendu adulte. On voit l'image coupée en deux, donc on voit un peu les deux quand ils sont jeunes et vieux. Une photo avec le personnage actuel quand il était jeune pour nous rappeler que oui, parce que c'est ça, comme je dis, je peux pas trop en dévoiler, là, je veux pas que le monde, mais... c'est assez. Si je veux le voir... Moi, et la... Je veux pas me le faire compter. C'est ça. Mais...
oui, il y a du monde qui a pas aimé, oui, il y en a aimé. Je pense que c'est une série qui va laisser personne indifférent. Oui, c'est dur parce que c'est des enfants enlevés. C'est pas beau à voir. Il y a la fameuse chaise, Marc, que tu as vu au début de la fameuse chaise qui est assez... c'est très dark comme série. Faut pas que tu sois trop dépressif pour écouter ça. Mais je pense que les 2 premiers épisodes, Marc, il a pas accroché. Si vous aimez, vous allez aimer le reste de la série. Si vous aimez pas, je pense que vous n'aimerez pas le reste de la série. Mais les 2 premiers épisodes vous mettent dans le contexte. OK. Là, t'as à 3. OK. T'avais-tu fait un samétain? J'ai un autre, ça m'allume. J'ai pas de samétain. Moi, encore une fois, c'est Avenger. Mais ce que j'ai trouvé intéressant de la bande-annonce, si on regarde Les Gardiens de la Galaxie, Homecoming de Spider-Man et Thor Ragnarok, ce qui unit ces 3-là, c'est selon moi la surdose d'humour qu'il y a dans ces 3 films-là, où j'étais comme plus capable, je commençais à être tanné. La bande-annonce d'Avengers, il ne semble pas y avoir ce petit côté humoristique, puis tu peux pas non plus en avoir, parce que Thanos, comme tu dis, Marc, il botte des culs, il fait mal, c'est apocalyptique, ça peut pas être drôle. Mais c'était ça les bandes-annonces de Age of Ultron aussi. Bon, mais c'était pas si humoristique que... Pas autant que... Non. Là, à part le party, là, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai. C'est ça. Là, il y a eu comme une surdose. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est vraiment le sérieux de cette histoire-là. Et moi, voir Iron Man se faire frapper par Thanos, c'est gassement. On dirait qu'on est content que les super-héros se fassent frapper par Thanos. On dirait qu'on prend plaisir à ça. Je sais pas, Thanos, c'est devenu comme la vedette là, du film. Non? Okay. J'aimerais mieux qu'il se fasse botter de cul, là, mais en tout cas. Mais ça va arriver. On s'en doute là, que. Toi, Marc, des fois, t'en parles en bien de Thanos. Là. J'en parle en bien parce que c'est un personnage qui est tellement plus développé que simplement un gars avec un gant qui tue tout le monde. Là. Ouais, mais il va voler la vedette. Mais j'ai pas hâte de le voir en train de péter la gueule à Iron Man. T'as-tu l'extrait? Oui. Hey. Thanos, c'est un titan. Et même sans le gant, là, il est extrêmement puissant. Là. Il peut anéantir beaucoup de monde sans le gant. Là. Mais c'est pas quelqu'un qui veut détruire le monde. Je veux dire, dans Infinity Gauntlet, il fait pas ça pour ça. Il fait ça pour avoir l'attention de la mort. Mm-hmm. Je veux dire, il y a une grosse histoire autour de ça. Là. Oui. C'est dans Thanos Quest, là, c'est développé. Là. Il prend ce gant-là puis met-le dans les mains de quelqu'un qui est rien que machiavélique comme Mephisto, mettons. Là. Mm-hmm. Puis c'est fini. Là. Il n'y a plus d'univers. Lui, il prendra pas de temps là, à chercher. Là. Il va rien dire, il n'y a plus d'univers, il n'y en a plus. C'est tout. Là. Thanos peut le faire, mais c'est pas ça son but. Ce qu'il veut, lui, c'est impressionner la mort. Ils n'en parleront pas dans le film, je pense. Non, malheureusement. Je pense pas qu'il risque d'avoir la mort. Non, je pense pas. Il risque d'avoir des morts, mais pas la mort. C'est ça. Mais on peut se tromper. Est-ce que moi, j'ai terminé parce que j'avais pas de samétain. OK. Red the Gamer? Samétain. Dark. J'ai pas vu Dark. Ok, je m'explique. Vous allez comprendre. Il y a une chose que je me suis fait expliquer, par exemple, parce que j'en ai parlé justement avec des gens avec qui que j'ai été en formation cette semaine. Les gens m'ont dit, si t'es pour écouter cette série-là, mets-toi des sous-titres, même si tu écoutes en français, mets-toi des sous-titres parce qu'il y a des journaux, des extraits de journaux qui sont en allemand. Puis je vais aller il faut que tu lis les extraits de journaux parce qu'il y a des affaires qu'il faut que tu vois, puis il faut que tu comprennes parce que c'est important, c'est des titres importants. C'est ça. Et je vais aller plus loin que ça. Il y a quelqu'un qui a écouté en anglais à ne pas écouter la série en anglais. Écoutez, parce que la traduction est mauvaise entre allemand et anglais. Écoutez la version originale allemande ou en français ou sous-titrée en français ou en anglais, mais allez-y avec la version allemande. Ça commence à être compliqué. Là. Ça prend un bac pour écouter une série. Non, mais c'est parce que le langage n'est pas le même, Marc. Le langage n'est pas le même. Mais non, mais c'est parce que où j'arrête, c'est que on fait une série. Pourquoi ils n'ont pas mis les journaux? Tu sais, s'ils font une série pour Netflix, tu sais, s'ils font de quoi... Oui, OK, on est mettons que c'est en Allemagne. C'est pour Netflix allemand. C'était prévu au début juste pour Netflix allemand. Et là, Netflix Canada américain a acheté les droits. J'ai pas de misère avec ça. Je veux dire, où ce que c'est que ça m'arrête, c'est que bon, je vais être obligé d'écouter ça avec des sous-titres, même si, en tout cas, tu sais, je vais laisser les sous-titres tout le long
pour voir ces affaires-là. Il y a ça qui mais il y a ça qui me tanne un peu, mais je veux dire, ça m'arrêtera pas de commencer pareil. C'était mon samétain. C'est pas un gros samétain, non, c'est juste parce que... Mais t'as raison. L'autre affaire, dans le fond, les Samalumes, trailer de Star Wars 8, le nouveau trailer. Je sais pas, j'ai pogné de quoi quand j'ai vu Poe Dameron qui revire avec son X-Wing. J'ai fait. C'est-tu moi ou ben il fait un micro saut d'hyperespace d'un point A à un point Z vraiment super rapidement? Ouais. C'est tout ça que j'ai eu l'impression. Bon, je suis pas fou. C'est pas le meilleur pilote, ça? Ben, mais ça rien, ça, c'est que normalement, l'hyperespace, tu peux pas faire des micro-sauts, c'est trop dangereux. Là. Ah, ben, tu peux, mais ça te prend... Je pense que la technologie a évolué, ou bien il est assez fou pour le faire, non? Mais en tout cas... Ben, c'est ça. C'est parce que si tu veux virer en supernova, c'est le temps. Tu sais, c'est comme si tu ferais un micro-saut d'hyperespace pour aller aux toilettes. Non, je comprends. Ben, c'est comme mais tout le monde me dit que c'est le meilleur pilote après Luke. Écoute-moi, c'est comme si t'as vu le film Jumper? Oui. Bon, c'est comme si tu faisais un jump, mais avec un vaisseau. Ouais. OK. Fait que, mais... Là, j'osais avec un autre fourrette de Star Wars, puis qui est à Québec, tout ça. JS, Jean-Sébastien, qui me disait... Coudon, c'est-tu moi ou avoir viré du côté obscur, elle ramasse le sable de Kylo Ren, elle est à côté de 2 gardes rouges. Je dis ouais, tu t'es pas posé la question qu'elle était peut-être entourée, elle avait plus son sable puis qu'elle a arraché celle-là de Kylo Ren. Weapon of opportunity. C'est ça. Fait que est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est possible? Quand j'ai dit ça, il a fait ah ouais, ça se peut ça. Puis là, regarde, fait que oui, j'ai hâte plus que aller voir. J'avais hâte beaucoup au set. Mais là, j'ai hâte pour plein de petits trucs. La petite bébite, la nouvelle, ça m'énerve, mais je vais y aller pareil. Okay. J'étais curieux de voir. Ah, on va mettre de quoi de mignon. Tout le monde. Non, t'es rendu trop vieux pour Star Wars, Red, c'est ça. C'est ça l'affaire. Disney. Star Wars, non, c'est même pas Disney pis tout ça. Ils en mettent pas de bébelle pis de patente à gosse dans une affaire de super-héros ou de quoi comme ça. Faut qu'ils vendent du produit. Ouais. Faut qu'ils vendent. Mais là, on va mettre une pluche parce qu'on va mettre une pluche pis c'est donc cute. Non, j'étais curieux. Mais regarde, Jar Jar Binks, moi dans le 1 là. Old school. Non, mais Jar Jar Binks dans le 1. OK. Ouais, mais les Jawas, ça les prenait les Jawas. Mais bon. Les nounours, là, ouais. Les Ewoks, mais bon. À un moment donné, lâcher la pluche. Bon. L'autre affaire, le trailer de Ready Player One, ça m'allume parce que j'ai hâte de voir où ce que c'est. Moi, j'ai pas lu, j'attends encore de le recevoir en cadeau. Sont achetés des cadeaux. Ouais, sont achetés mes cadeaux. Mais ça là. Sinon, mon ça m'allume, mon gros ça m'allume là, puis qui rejoint si vous êtes un geek. Si vous êtes un petit peu plus vieux que 10 ans, puis que vous avez une coupe de Noël de passé, là, la chose qui arrive le 12 décembre, est-ce que vous savez qu'est-ce qui arrive le 12 décembre? Le sapin a des boules. Non, mais ça oui aussi, là. Ouais. Mais le 12 décembre, Ciné Cadeau commence. Oh, ok. Ben, j'étais dans un film. J'étais dans un film de Noël. Ciné Cadeau commence, donc c'est ça, les soirées, dans mon cas moi, les soirées papa-fille. Je parlerai. Sage décision, j'ai dit. C'est ça. Mais oui, dans le fond, moi, puis c'est la même, c'est le cas de 99,9% des geeks que je connais. Ciné Cadeau, c'est plus une tradition, c'est une religion. J'asais avec des chums puis du monde de Montréal tout ça là, puis maintenant je suis en train de dire hey, faut que je te laisse, Astérix commence dans pas long là, je viens de me faire mon café puis j'ai ma fille assise sur moi pis tout ça. L'autre il part à rire de son bar puis il dit ben moi et tout j'ai ma petite fille sur moi puis il dit ma blonde elle vient de venir me porter mon café. Astérix commence, il dit on s'en rejase de ça plus tard. Fait que tu sais on était d'un bout à l'autre du Québec pis on se disait la même affaire, on faisait la même affaire avec nos enfants et tout ça. Fait que je veux dire, je pense que c'est une éducation qu'on est en train de garrocher à nos enfants. Puis si jamais que Ciné Cadeau ça vous a jamais pogné, il est pas trop tard pour commencer. C'est vrai. Et c'est tout. D'habitude, on finit le podcast comme ça, mais il reste un bout important.
du podcast. Effectivement. Du podcast numéro 38. Il y a un concours dans le podcast numéro 38. On l'a montré par différentes vidéos sur notre page Facebook. On a retransmis la vidéo de la bijouterie Zims également. Un pendentif de Spawn. C'est de la pièce. C'est une œuvre d'art unique. Réalisée. Il y a eu juste une, hein? Je la ferai pas. Là. Elle a même pas un numéro, là. Elle est unique. Mais il n'y en a rien qu'une. Combien ça t'a pris de temps? Ben, si j'ajoute à peu près toutes les heures, en tout, peut-être 8-9 heures, là, facile. OK. Non-stop, pas dérangé. Ce qui arrive pas si souvent que ça. Non, mais ça arrive seulement le soir. Oui, mais le soir, la boutique est fermée, la musique qui est là. Ça veut dire ça, t'as pris tous tes bouts de temps, t'es ensemble, ça fait 8-9 heures. Exact. Bon. OK. On va faire gagner ça on va annoncer le nom de la personne gagnante au prochain épisode qui devrait se faire dans 2 semaines. Combien on a de temps pour participer? On a jusqu'au prochain podcast à partir du moment où on écoute le podcast. Je veux dire, la personne qui nous écoute le jeudi puis on annonce le nom le vendredi a autant de chances que celle qui s'inscrit demain. Mettons, dès que le podcast va être en ligne à partir de là jusqu'au prochain, ils peuvent participer. Exactement. Donc 2 semaines dans le fond. C'est ça. Jusqu'à temps qu'on annonce. Mais on met-tu un break genre le jeudi avant pour pouvoir prendre des noms et pouvoir faire le tirage comme on peut faire ça ou choisir avant de commencer à enregistrer. Le 22 qu'on fait ça? 22. On peut d'ailleurs dire tout de suite qu'on va parler des magiciens. Oui. Avec un invité. Mais dis-moi, Vincent, t'avais-tu un samétain et un samalume? Moi, un samétain, ça serait Disney. Mais pas parce que c'est vraiment ils veulent, là, mais c'est le choix des dates. Là. Ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans là, que le gros film qui sort, mettons, de Star Wars, là, c'est pendant le temps des fêtes. Ben oui. Moi, là, j'ai pas le temps d'y aller. Là. Okay. Je travaille comme un cinglé. Là. Donc, là, je vais en entendre parler. Tout le monde va blablabla. Puis moi, je suis comme, j'ai bien beau vouloir, mais à 1h du matin, il n'y en a pas de représentation. Bon, donc ça le choix de la date, mais je comprends que c'est très, très lucratif. Écoute-nous pas à chaud parce que tu vas savoir ce qui se passe. C'est ça, tu vas savoir que Ray est la fille de Luc avant d'avoir vu le film. Ça veut dire que, mec, qu'on arrive ici, là, puis qu'on fasse le à chaud, là. C'est ça. Mec, tu dises 3, 2, 1. Vincent, il est plus là. C'est ça, tu vas dire 3, 2, 1. Vincent, ferme ta radio. Mais t'aurais mis ça l'été? Plus, là. Ouais. Pour moi, mais c'est juste qu'une question personnelle. Là. C'est pas, je les comprends très bien. À mon avis, c'est pas pour rien qu'ils font ça en décembre encore et après année. C'est que ça marche. Là. Oui. Et c'est que ça marche de mettre une petite bébé toute belle cute en plus. Non, mais je vois correct. J'ai probablement une thérapie qui existe pour ça, ces affaires. C'est ça, anti-pluche. Ouais. Mais bon. Puis ça m'allume, moi je trouve ça le fun, les gens, en fait, ça n'a pas rapport par rapport au temps présentement, mais les gens comme vous là, ou tu sais, mettons, quand je fais une pièce comme ça, des gens qui font des affaires juste pour le fun. Tu sais, sans avoir une attente, justement, comme le McFarlane, quand ils sont partis, ils voulaient faire quelque chose pour leur propre plaisir, pas nécessairement qu'il y ait un but pécunier derrière, mais pour le plaisir. Puis avoir la liberté de pouvoir faire ça, là, c'est vraiment assez fantastique. Et on a du plaisir. Oui, puis avec le temps, c'est de plus en plus facile d'avoir cette liberté-là. On s'ostine des fois, mais ça fait partie du show. Si vous on s'aime pareil. Non, on dit qu'on se respecte. Ça va être ton cadeau de Noël l'an prochain. Okay. Un t-shirt marqué J'aime Marc. Et tu viens de donner l'idée, là. Ouais, hein. Tu viens de donner l'idée. J'aime Pepperman. Donc. Fanboy Pepperman. Donc, demain, à partir du moment où le podcast est disponible sur notre site internet, les gens qui aiment notre page Facebook et qui partagent le lien du podcast. À partir de notre page. C'est ça, Pas à partir d'un partage d'un autre. C'est ça, c'est pas un partage de partage, c'est un partage direct. Ces gens-là vont devenir admissibles au tirage du pendentif de Spawn. Yeah. Puis au prochain podcast, au prochain épisode, donc dans 2 semaines, on annonce le nom de la personne gagnante d'une pièce tu fais bien de le dire parce que le prochain podcast, c'est un podcast à chaud après Star Wars. Bon, on fait-tu un à chaud pour ce film-là?
Bon, ok, on n'en fera pas là, mais on en fera une critique écrite. Je pense que la réponse est oui. Là, on va aller voir ce film-là, puis on va venir prendre un petit scotch en studio après. Pour décanter. Ouais. Ben, décanter, je veux dire, ça peut être positif comme négatif. Oui. Quand je dis décanter, ça veut pas dire décanter du mauvais côté. Là. Ça veut peut-être dire se remettre les pieds à terre. Là, puis, Eric va nous faire la critique de l'oiseau en pluche. C'est un oiseau? Ah, mon Dieu, c'est une bébite avec du poil. Qui fait quel bruit, Marc? Prochain épisode, c'est le dernier épisode de 2017. On se revoit très bientôt.